Cette petite fille a les yeux yin et yang depuis sa naissance, elle peut donc voir les fantômes. Chaque fois qu'elle a peur, Sunmi ouvre son parapluie à pois jaunes et le fantôme disparaît immédiatement. Ce jour-là, alors que Sunmi était possédée par un fantôme féminin, un homme l'a heureusement aidée. L'homme a jeté le parapluie noir par terre et l'esprit du fantôme a immédiatement disparu dans l'air. L'intelligente Sunmi a immédiatement compris ce qui se passait. Elle savait que cet homme n'était certainement pas une personne ordinaire. Elle aimait aussi beaucoup le parapluie de l'homme, mais l'homme n'a pas révélé son identité. Il a seulement dit qu'il cherchait des personnes ayant des capacités spéciales. Sunmi a répondu par hasard à cette requête. Sunmi a donc voulu échanger son parapluie avec cet homme. Ils ont conclu un marché. L'homme a ensuite emmené Sunmi à l'entrée d'une grotte mystérieuse. Il voulait que Sunmi utilise ses pouvoirs pour y entrer et récupérer l'éventail en feuilles de palmier. Le but était d'éteindre l'incendie de Dongshan et ainsi empêcher la propagation de l'incendie de forêt. En réalité, cet homme était le roi démon taureau. Désormais, son nom était Huichul. Il a dit à Sunmi que, après avoir récupéré l'éventail, elle devait revenir immédiatement. Quoi qu'elle voie ou entende, elle ne devait absolument pas réagir. Sunmi a immédiatement accepté honnêtement. Elle a rassemblé tout son courage et a pénétré dans la forêt dense. Effectivement, elle a vu une petite maison dont la porte était ouverte. L'intérieur était extrêmement splendide, et l'éventail en feuilles de palmier se trouvait au milieu de la maison. Sunmi prit l'éventail et s'apprêtait à partir lorsque soudain, une silhouette passa derrière elle. Elle tourna la tête pour regarder derrière elle, puis observa le salon. Soudain, un jeune homme apparut devant elle. Sunmi se souvint des paroles de l'homme mystérieux. Il lui était interdit de parler à quiconque. Elle sortit donc discrètement par la porte, faisant comme si de rien n'était. Le jeune homme, voyant que Sunmi l'ignorait, lui arracha délibérément son parapluie. Sunmi était bel et bien tombée dans le piège. Elle se retourna et ramassa son parapluie. Le jeune homme sut qu'elle le voyait. Quelques mots seulement, et Sunmi révéla son marché avec l'homme mystérieux. Le jeune homme profita de l'occasion pour effrayer Sunmi, lui assurant que dès qu'elle franchirait le seuil, le diable la hanterait. Il a aussi promis de rester aux côtés de Sunmi pour la protéger, mais elle devait éteindre les bougies de cette maison. Il s'est avéré que ce jeune homme s'appelait Sun Wukong et qu'il se faisait désormais appeler Sun Ogong. Les 5 bougies de cette pièce étaient la montagne aux 5 doigts. Sun Ogong était prisonnier de la montagne aux 5 doigts. Il ne pouvait donc pas entrer ou sortir librement. Par conséquent, il ne pouvait qu'attendre que la personne destinée éteigne les bougies pour le libérer. Pour conclure le marché, Sun Ogong a promis à Sunmi que si elle avait un quelconque problème à l'avenir, il lui suffisait de crier Sun Ogong et il apparaîtrait immédiatement. Sunmi a donc éteint les 5 bougies de la maison. Ainsi, le sceau de Sun Ogong a été levé. Il étendit les bras et la petite maison disparut immédiatement. Sun Ogong leva les yeux au ciel et cria avec excitation, exprimant sa gratitude à Sunmi pour l'avoir libéré. La première chose qu'il voulait faire, après avoir été libéré, était de boire de l'eau. Alors il allait partir. Mais Sunmi rappela immédiatement Sun Ogong. Elle lui demanda de rester à ses côtés et de la protéger. Il devait maintenant emmener Sunmi dans un endroit sûr en premier. Mais les paroles de Sun Ogong tout à l'heure n'étaient qu'un mensonge pour elle. Alors il utilisa la magie pour faire oublier son nom à Sunmi. Il prit même l'éventail en feuilles de palmier, puis se transforma en brise et s'en alla. Quant à Sunmi, elle a secrètement libéré Sun Ogong. Elle subirait également le châtiment du ciel. Le temps passe, Sunmi est maintenant adulte, mais elle peut toujours voir les fantômes. Ce jour-là, Sunmi a rencontré un couple qui voulait vendre sa maison. Grâce à son don, elle a immédiatement remarqué que la maison était hantée. Comme prévu, Sunmi a vu un fantôme féminin échevelé ramper hors du placard. Sunmi a essayé de réprimer sa peur et d'aider le fantôme féminin à attacher ses cheveux. Plus tard, elle apprit que le fantôme féminin était mort d'une perte de poids excessive. Sunmi a également eu la gentillesse de donner de la nourriture à ce fantôme féminin. Simplement parce qu'elle voulait réaliser son rêve de chanter, le fantôme féminin a possédé le corps d'une candidate. Il se trouve que Huichul était juge dans cette émission, alors Huichul a ignoré tous les avis et a permis à la jeune fille une performance réussie. Le fantôme féminin a réalisé son souhait et a pu partir paisiblement. Elle n'était plus liée à ses obsessions. Si Huichul a fait cela, c'est parce qu'il voulait accomplir plus de bonnes actions pour devenir rapidement immortel. Sun Ogong ayant été libéré, il est allé vivre avec Chul. Il a conduit la voiture de Huichul à toute vitesse, sans vergogne. Recevoir une amende était un détail. Normalement, il n'avait rien à faire, si ce n'est de chasser des fantômes pour accumuler des mérites et devenir rapidement immortel. Ce jour-là, il se rendit chez une famille. La famille disait que leur enfant avait un comportement étrange récemment. Leur enfant devait être possédé par un démon. Aujourd'hui, c'était encore plus violent. Leur enfant se mit à jeter des objets. Sun Ogong n'était pas pressé. Il ouvrit la porte et vit l'enfant assis seul sur le lit, le visage étrange et effrayant. La marionnette démon qui avait pris possession du corps de l'enfant hurla fortement et refusa d'accepter la défaite. Sun Ogong se prépara à aller trouver la marionnette démon pour la détruire. Tant qu'elle serait détruite, le mauvais esprit disparaîtrait aussi. Voyant que Sun Ogong était sur le point de découvrir le corps rempli de ressentiment, la marionnette démon révéla la nouvelle de l'apparition du moine Tan pour attirer l'attention de Sun Ogong. Le but était de l'empêcher de trouver la marionnette. Elle lui dit que s'il mangeait la chair et buvait le sang du moine Tan, il pourrait augmenter sa force. Sun Ogong semblant intéressé, il discuta avec le démon. À ce moment-là, le corps vengeur derrière lui ramassa secrètement une arme et voulut l'attaquer par derrière. Heureusement, Sun Ogong s'était préparé à l'avance. Il utilisa un bâton pour frapper à mort le corps vengeur.
l'esprit maléfique disparut également. En partant, Sun Wukong acheta une bouteille de vin au propriétaire. Il aimait beaucoup le vin, mais il était toujours sous le coup d'une interdiction. Une fois l'interdiction levée, il boirait tout ce vin. Simultanément, Sun Wukong était également très intéressé par la marionnette démoniaque. On disait que le sang du moine Tang avait le parfum des fleurs de lotus. Le simple fait de boire son sang et de manger sa chair permettait d'accroître sa force. À son retour à la maison, Wei Chul fut intercepté par le gardien de sécurité du quartier. Non seulement il avait aidé Sun Wukong à livrer le colis, mais il avait aussi impudemment garé sa voiture sur le côté, occupant 3 places de parking à la fois. Wei Chul était très en colère et a réprimandé Sun Wukong pour lui avoir constamment causé des problèmes, le poussant à vouloir tuer Sun Wukong sur le champ. Wei Chul réprima sa colère. Il était en pleine période de culture de l'immortalité et ne pouvait donc pas tuer de gens. À son retour, Wei Chul trouva Sun Wukong en train de jeter son manteau sur la statue de tête de buffle, les bras chargés de toutes sortes de choses. Wei Chul devait encore ranger son manteau. Sun Wukong attendait depuis longtemps dans le salon. Il buvait tranquillement de l'eau et regardait la télévision, l'air très heureux. Le visage de Sun Wukong rayonnait de joie. Afin d'aller rapidement au ciel et d'être promu à un haut poste, Wei Chul était impuissant et ne pouvait rien faire. Il voulait seulement chasser Sun Wukong, mais celui-ci n'avait aucune intention de partir. Car c'était une grande maison, avec de la nourriture gratuite et en abondance. La vie y était trop confortable. Le soir, une fille pleurait tristement, et de ce fait, elle fut attirée par une marionnette de mariée. Il s'avéra que cette marionnette de mariée était l'épouse de la précédente marionnette démon, et cherchait maintenant l'opportunité de posséder un corps approprié pour venger son mari. Sun Wukong pensa que s'il détruisait la marionnette démon, il serait promu. Il apprit alors qu'il devait traquer la marionnette de mariée. Sun Wukong fut très déçu. Il continua d'accepter la mission de capturer la marionnette de mariée. Il pensait qu'en accomplissant la mission, il pourrait devenir un dieu. Mais sa réputation n'était pas bonne, aussi tout le monde avait une mauvaise impression de lui. Chaque fois qu'il capturait un démon, il causait un désastre pour l'humanité. Sun Wukong était très en colère, il a donc détruit des biens publics. Même s'il ne pouvait pas devenir un dieu, il pouvait toujours manger le moine Tang. Dès que Sun Wukong eut fini de parler, le bâton céleste confirma également le lieu où se trouvait le moine Tang. Sun Wukong passa à l'action. Pourvu qu'il mange le moine Tang, il pourrait augmenter sa force. Lorsque le bâton eut entendu la nouvelle, il alla immédiatement voir Wei Chul et lui dit que Sun Wukong ne pourrait pas devenir un dieu pour le moment. Wei Chul ne put s'empêcher de sourire. Le personnel a clairement indiqué qu'il craignait que Sun Wukong ne fasse quelque chose de grave. Donc, ce personnel ne pouvait le dire qu'à Wei Chul. En fait, Sun Mi est Tang Monk. Elle a libéré Sun Wukong. Le destin de Tang Monk a également été décidé par le ciel. Sun Mi devra affronter le diable toute sa vie et la mission de Wei Chul est d'assurer la sécurité de Sun Mi. Wei Chul est le président de la plus grande société de courtage en Corée et une personne très célèbre dans l'industrie du divertissement. Bien qu'il ait été très surpris, il ne pouvait que l'accepter. À ce moment-là, la marionnette de la mariée avait réussi à prendre possession du corps d'une jeune fille et se préparait à agir. Au moment où Sun Mi rencontra Sun Wukong accidentellement à nouveau, ils se reconnurent tous les deux. Sun Mi rattrapa Sun Wukong. Elle était très en colère et questionna Sun Wukong pour ne pas avoir tenu sa promesse. Sun Wukong n'était pas d'accord car il était clair que si Sun Mi appelait son nom, il apparaîtrait immédiatement à ses côtés. Sun Mi réfléchit longtemps, mais ne parvenait toujours pas à se souvenir du nom de Sun Wukong. L'astucieuse Sun Mi eut une idée. Elle dit à Sun Wukong qu'elle se souvenait de son nom, mais qu'elle ne voulait tout simplement pas l'appeler. Même sans la protection de Sun Wukong, elle pouvait très bien vivre, ce qui a beaucoup effrayé Sun Wukong. D'un autre côté, pour protéger Tang Monk, Wei Chul s'est rendu sur le lieu de travail de Sun Mi. Sachant qu'elle était devenue représentante d'une agence immobilière, Wei Chul s'est dit que la vie de Tang Monk, Sun Mi, était trop ordinaire. Wei Chul a regardé autour de la pièce et a vu un coffre-fort dans la chambre. Il a immédiatement sorti son appareil à rayon X et a vu qu'il y avait beaucoup d'argent liquide et de lingots d'or à l'intérieur. Il semblait que Sun Mi était une personne très riche. Wei Chul a regardé autour de lui et a constaté que les pantoufles de Sun Mi ne servaient qu'à sentir le parfum de lotus de Tang Monk. Wei Chul a ramassé les pantoufles et a pris une profonde inspiration, affichant une expression de jouissance. Il ne s'attendait pas à rencontrer un employé de la société. Cela mit Wei Chul extrêmement mal à l'aise, il dut donc trouver une raison de partir. De notre côté, la marionnette épouse réalisa que c'était Sun Wukong qui avait tué son mari. Quand la marionnette épouse vit Sun Mi parler intimement avec Sun Wukong, elle suivit Sun Mi et voulut lui faire du mal. La marionnette épouse suivit Sun Mi jusqu'à chez elle. Elle était extrêmement effrayante, le visage pâle, vêtue d'une robe de mariée, la tête penchée, le sang coulant encore de sa bouche, surgissant de dessous le canapé. Sun Mi tenait un petit parapluie jaune et cherchait la marionnette démoniaque dans l'obscurité. Inopinément, la marionnette démoniaque utilisa la magie pour faire voler les images du mur vers Sun Mi. Sun Mi cesse de blesser en se cachant le visage avec la main. Inquiète, Sun Mi pensait sa blessure. Elle ne pouvait absolument pas saigner. À ce moment-là, le sang coula par terre et se répandit. Le parfum de lotus attira d'innombrables démons de partout. Même Wei Chul fut attiré. À ce moment-là, Sun Wukong apparut à temps et chassa le démon. Sun Mi fut extrêmement surprise. Elle pensait que Sun Wukong était venu pour la protéger. Par hasard, Sun Wukong découvrit que la marque sur l'épaule de Sun Mi correspondait exactement à la description que lui avait faite la marionnette démon. C'était la marque du moine Tang. Sun Wukong confirma que Sun Mi était le moine Tang. Il répondit à la question de Sun Mi en précisant que ce n'était pas qu'il n'était pas venu pour la protéger. Sun Mi n'était pas aimée de ses amis depuis son jeune âge, mais chaque fois qu'elle saignait, d'innombrables démons de partout accouraient.
Petite, Sunmi s'était blessée accidentellement à la main et elle avait failli être dévorée par un démon. Heureusement, sa grand-mère décédée apparut à temps pour sauver la vie de Sunmi. Elle a réconforté Sunmi en lui disant que quelqu'un destiné à être là viendrait la protéger à l'avenir et qu'avant cela, elle ne devait pas se laisser blesser. Après avoir dit cela, elle a disparu dans une fumée. À partir de ce moment, Sunmi sut qu'elle ne pouvait pas être blessée et surtout ne devait pas saigner. Maintenant, Sunmi était entourée de démons. Heureusement, Sun Wukong arriva à temps et la sauva. Sun Wukong aida Sunmi à panser sa blessure. Il avait dit juste avant qu'il voulait manger Sunmi, mais il a changé d'avis. Il a décidé de rester à ses côtés pour la protéger. Il voulait utiliser cette affection pour représenter les 25 années qu'ils avaient passées séparés. Il pensait encore à Sunmi de temps en temps. Sun Wukong semblait très sincère en surface et proposa d'annuler le contrat vieux de 25 ans. Au lieu de cela, il signa un nouveau contrat avec Sunmi, car seule l'annulation du contrat lui permettrait de manger Sunmi avec succès. En entendant cela, Sunmi fut ému et tendit la main pour annuler le contrat avec lui. Mais Sun Wukong ne put garder son calme. L'expression de son visage contredisait totalement ses pensées. Au moment décisif, Sunmi retira sa main, si bien que le contrat entre les deux ne fut pas annulé. Sun Wukong ne pouvait pas manger le moine Tang. Sunmi et Sun Wukong sont allés dîner ensemble. Elle ne comprenait plus pourquoi le démon voulait sans cesse la manger et quelle était l'identité du moine Tang. En fait, le moine Tang avait été promu au ciel, un humain au sang le plus noble. Sun Wukong se moqua de Sunmi en disant qu'elle n'avait pas d'amis, mais qu'elle pouvait voir des démons. Quelle vie ennuyeuse elle menait. Elle pourrait aussi bien annuler le contrat, puis se laisser manger docilement. Alors, dans sa prochaine vie, elle se réincarnerait en personne normale et vivrait une vie meilleure. Sunmi ne pouvait plus le supporter. Elle déclara avec colère qu'elle n'abandonnerait pas cette vie. Après avoir dit cela, elle partit avec colère. Sur le chemin du retour, elle fut de nouveau attaquée par un démon. Le parapluie jaune fut jeté de côté. Sa main fut de nouveau blessée. Heureusement, Sun Wukong apparut à temps et assomma le démon d'un coup de poing. Sunmi s'assit par terre, désespérée. Se pourrait-il que dans cette vie, elle soit pour toujours poursuivie par des démons? Elle se souvenait de ce qu'elle avait vécu par le passé. Elle était comme une enfant maudite. Les personnes qu'elle aimait ont toutes subi des malheurs. Mais Sunmi ne voulait pas abandonner l'espoir de vivre. Elle saisit la main de Sun Wukong, espérant qu'il puisse la protéger. Sun Wukong refusa sans cœur. Il protégeait Sunmi parce qu'il ne voulait pas qu'elle soit dévorée par d'autres démons. Après avoir entendu cela, Sunmi rentra chez elle, déçue. Huichul se lamentait, s'il n'avait pas dit à Sunmi d'aller chercher l'éventail en feuilles de palmier, elle n'aurait pas subi le sort du moine. Pour expier ses péchés, il ne pouvait que faire de son mieux pour protéger Sunmi. Mais après tout, Huichul était aussi un démon. Tant qu'il sentait le parfum de lotus du sang du moine, il aurait du mal à contrôler ses instincts humains. Sun Wukong rentra chez lui, ôtant commodément son manteau et le jetant sur la statue de la tête de buffle de Huichul. Bien que Huichul fût très en colère, il ne pouvait rien faire d'autre. Huichul dit à Sun Wukong que comme Sunmi avait brisé le sceau de la montagne des 5 éléments et libéré le démon, elle devait subir le sort du moine Tang. Sun Wukong réparait le parapluie jaune de Sunmi. En entendant cela, son cœur vacilla légèrement. Il prit alors le parapluie et sortit à l'endroit où il avait juste détruit le démon, jetant délibérément le parapluie pour que Sunmi le découvre. Simultanément, il gardait également l'extérieur de la pièce pour chasser les démons. Le lendemain, Sunmi apprit de son assistante que le président de l'agence Huichul était venu. Sunmi regarda la photo de Huichul et fut extrêmement surprise de reconnaître en lui l'homme mystérieux qu'elle avait rencontré il y a plusieurs années. Elle prit donc immédiatement le parapluie jaune et se rendit directement sur les lieux, montant sur scène. Huichul était assis au siège du jury, et lorsqu'il vit apparaître Sun Wukong, il fut extrêmement surpris. Sunmi lança un regard provocateur à Huichul, puis elle retira le bandage pour révéler la blessure. L'odeur du sang attira immédiatement d'innombrables démons. Sunmi a sauté et combattu les démons. Huichul tentait lui aussi de supprimer ses instincts démoniaques. Il a frappé du poing à table sur la table et a immédiatement vaincu les démons. Tout était terminé. Quittant la scène, Sunmi est allée immédiatement voir Huichul. Elle voulait connaître le nom de Sun Wukong. Cependant, même si Huichul a dit la vérité, Sunmi ne se souvenait pas que Sun Wukong avait utilisé un sort pour effacer sa mémoire. Afin d'aider Sunmi à contrôler Sun Wukong, Huichul l'a emmené dans une boutique étrange. Sunmi toucha quelque chose avec curiosité. Voyant cela, un vase capable de voir l'avenir, elle a crié. Le reflet sur l'eau montrait Sunmi portant un lombok et embrassant activement Sun Wukong. Cela a rendu Sunmi extrêmement inquiète. À ce moment-là, Huichul avait déjà pris le diadème d'or et l'avait donné à Sunmi. Sun Wukong est allé trouver son bon ami, le général Dong, pour se confier et a rencontré accidentellement Pekka, qui était en fait Pixie, possédant le pouvoir de charmer les filles. Pekka était aussi une personne de très haut rang et vivait une vie sans différence avec une star de premier plan. Il utilisait son pouvoir démoniaque pour charmer les filles avec ce pouvoir. Il est devenu une star mondiale en absorbant l'énergie des filles qu'il admirait pour augmenter son pouvoir. En rentrant chez elle le soir, Sunmi a rencontré Sun Wukong à nouveau. Elle a fait semblant d'accepter de se laisser manger par Sun Wukong, mais il devait l'aider à faire 3 choses. Manger en famille, boire avec des amis et sortir avec son petit ami. Sun Wukong a accepté de l'aider à accomplir cela. Premièrement, ils sont sortis dîner ensemble en famille. Ils ont commandé un repas familial. Après avoir mangé, Sun Wukong a fait semblant d'être un ami et a bu avec Sunmi au bar. Puis tous deux se rendirent au lieu du rendez-vous. Ils suivirent d'autres couples et tous ses vœux se réalisèrent. Sun Wukong dit à Sunmi de retourner à la réalité. Sa vie était solitaire, alors laisse-le la manger. Sunmi répondit que même sans parents ni amis, elle était toujours elle-même. Vivre seule était également très bien. Finalement, Sunmi sortit un cadeau, un diadème d'or.
Elle voulait inciter Sun Wukong à le porter. Sun Wukong était sceptique, mais Sunmi fit la malheureuse et dit que c'était la première fois qu'elle faisait un cadeau à quelqu'un. Sun Wukong ne put donc se résoudre à refuser. Il accepta donc le cadeau. Tant que Sun Wukong le porterait, il serait toujours aux côtés de Sunmi. S'il la trahissait, il subirait un châtiment extrêmement douloureux. Mais Sun Wukong ne le porta pas immédiatement, mais le mit plutôt dans sa poche. Récemment, un couple venait de se marier. Sur les conseils de Sunmi, ils ont acheté une maison. Les jeunes mariés étaient très heureux de visiter la maison, mais ils découvrirent une vieille photo à l'intérieur. La photo montre un couple d'âge mûr. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que les yeux de la mariée se sont soudainement mis à bouger. L'expression de la mariée est devenue féroce. Quand la jeune fille regarda de nouveau la photo, elle découvrit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec les yeux de la mariée. À ce moment-là, les yeux de la mariée sur la photo devinrent rouges et elle dit « Viens ici et épouse-moi ». La jeune fille a crié de peur et elle a été aspirée dans la photo. Le mariage du couple a volé en éclats. L'homme qui était allé voir la maison a donc emmené Sunmi et son assistant pour l'examiner. Sunmi a rapidement découvert qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec la photo. Alors elle s'est approchée pour l'examiner de plus près. À ce moment-là, la mariée de la photo est réapparue, souriant sournoisement. Puis Sunmi a été aspiré dans la photo. À l'arrivée de l'assistant, Sunmi avait disparu. Il n'a donc pu que ramener la photo à la société. À ce moment-là, Sun Wukong est également venu chercher Sunmi. Entendant que Sunmi avait disparu mystérieusement, il a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Il regarda immédiatement autour de lui, il ne vit que le monstre faisant une scène sur la vieille photo. Alors Sun Wukong prit immédiatement la photo et demanda de l'aide à Pixie pour pouvoir y entrer. Pixie dit à Wukong que pour peu qu'il aille devant la maison et prenne une photo, il pourrait entrer dans le monde de la photo. Sun Wukong suivit les instructions et entra effectivement avec succès dans le monde de la photo. Entendant que le marié allait se marier, il se rendit joyeusement à la cérémonie. À l'époque, les vêtements de Sun Wukong étaient extrêmement étranges, alors tout le monde l'amena devant le marié pervers. Ils virent seulement que le visage du marié était très étrange. Il a averti Sun Wukong que c'était le monde qu'il avait créé. Si Sun Wukong l'éliminait, ce monde s'effondrerait. À ce moment-là, les mariés aspirés dans le tableau ne pourraient plus jamais retourner dans leur monde d'origine. Mais Sun Wukong n'avait aucune intention d'éliminer le marié pervers. Il voulait juste emmener Sunmi. Le marié pervers a de nouveau mis des bâtons dans les roues de Sun Wukong. Il a dit que tant que Sun Wukong trouverait Sunmi parmi les autres mariés, il laisserait les deux partir. Si Sun Wukong se trompait, seul Sun Wukong pourrait partir. Les mariés, agenouillés à terre, baissèrent la tête et se cachèrent le visage. Sun Wukong ne pouvait que les observer de loin. Il ne savait pas qui était Sunmi. Il pensa soudain à une solution et immobilisa immédiatement les personnes autour de lui. Puis il se transforma en un papillon bleu, le laissa suivre le parfum du lotus et il atterrit finalement sur une jeune fille. Effectivement, c'était Sunmi. Il vit Sunmi vêtue d'une tenue de mariée traditionnelle, le regard hébété. Afin de la réveiller, Sun Wukong ne put que sortir le diadème d'or et lui poser docilement. Ce n'est qu'alors que Sunmi réalisa qui était Sun Wukong et elle lui tendit la main. Comme convenu, Sun Wukong put emmener Sunmi. Les deux allaient repartir lorsque le marié pervers sentit le parfum de lotus sur Sunmi et il envoya quelqu'un pour la capturer. Alors les deux s'enfuirent, mais Zhu Bajie prit soudainement la caméra à l'extérieur, rendant impossible le retour des deux dans le monde réel. Il ne pouvait donc que errer dans la photo. Wei Chul profita également de cette occasion pour brûler la photo afin de détruire le monde représenté dans le tableau. À ce moment-là, Sunmi découvrit que la scène actuelle était exactement la même que celle qu'elle avait vue dans le bassin. Alors elle eut immédiatement l'idée d'embrasser activement Sun Wukong. Alors le diadème d'or s'est aussi activé. Il s'est connecté au cœur de Sun Wukong. Il a immédiatement ressenti une douleur. Il a alors réalisé qu'il avait été trompé par Sunmi. Désormais, le destin des deux serait lié. Chaque fois que Sunmi serait en danger, il ressentirait une douleur extrême. Si tel était le cas, Sun Wukong devait aussi restaurer la mémoire de Sunmi afin qu'elle se souvienne clairement de son nom. Après avoir dit cela, Sun Wukong ramena Sunmi dans le monde d'origine. Zhu Bajie vint chercher Sunmi et dit que Sun Wukong serait scellé à jamais dans la photo. Mais Sunmi voulait quand même essayer. Car elle se souvenait que Sun Wukong avait dit un jour que Satan était le président d'une grande entreprise. Il s'appelle maintenant Daesik. Alors Sunmi est allé voir Satan pour discuter de contre-mesures. Daesik lui a donné des conseils et lui a dit comment sauver Sun Wukong. De notre côté, Wei Chul savait que Sunmi s'était tout rappelé et connaissait le vrai nom de Sun Wukong. Wei Chul a également deviné les pensées de Sun Wukong. Parce qu'ils avaient toujours une relation contractuelle, tant que Sunmi était en vie, elle n'avait qu'à appeler Sun Wukong par son nom pour l'invoquer immédiatement. Wei Chul était très déprimé. Il avait fait une erreur. À ce moment-là, Sunmi se rendit dans un terrain vague et s'entailla la main avec un couteau, provoquant une hémorragie. Immédiatement, d'innombrables démons furent attirés. Sunmi cria le nom de Sun Wukong à haute voix et une ombre noire s'abattit du ciel. Sun Wukong arriva auprès de Sunmi et chassa le démon. Les deux se regardèrent et réalisèrent que la situation ne serait pas facile. De notre côté, Wei Chul craignait que Sun Wukong ne mange Sunmi. Si cela arrivait, personne au monde ne serait l'égal de Sun Wukong. Mais à cet instant, quelque chose a rendu Wei Chul très heureux. Sun Wukong portait un diadème d'or. Autrefois, le diadème d'or devait être porté sur la tête, mais il a été amélioré. Ce diadème d'or représente l'amour, ce qui signifie que Sun Wukong aimera Sunmi. Sun Wukong a pris le sang de Sunmi et a transformé ses gouttes de sang en papillons rouges vifs pour qu'il puisse s'envoler loin.
Non loin de là, deux hommes creusaient un trou pour préparer la mise au tombeau d'une jeune fille. Le corps de la jeune fille était entièrement couvert de sang, prouvant qu'elle était morte d'une mort très injuste. Lorsque le papillon s'est posé sur la jeune fille, la morte a senti l'odeur du sang de Sunmi. La fille ouvrit soudain les yeux, mais ils étaient devenus rouges. La fille se leva comme un zombie, puis courut vers la voiture des deux hommes. Quand les deux hommes découvrirent que le corps avait disparu, ils furent extrêmement effrayés et se préparèrent à monter en voiture et à partir. Au moment où ils allaient démarrer, ils découvrirent une fille effrayante assise sur la banquette arrière. Ils se mirent immédiatement à crier de peur et la voiture chuta de la falaise. Puis la fille rampa lentement hors de la fenêtre de la voiture et disparut dans la nuit. La fille avait secrètement grimpé sur un camion voulant le suivre jusqu'à Séoul. Alors que la voiture roulait dans les rues de Séoul, elle passa accidentellement devant Sunmi. La fille a été immédiatement affectée par le sang de Sunmi. Elle s'est soudainement réveillée et a eu du mal à sortir. Elle a fixé l'apparence de Sunmi. Simultanément, la télévision diffusait également la nouvelle de la disparition de Sera. Il s'est avéré que cette fille zombie était Sera. Après avoir dit au revoir à Sunmi, Son Oh-gong est allé trouver Pixie pour lui donner une leçon. Pixie a réalisé que la situation n'était pas bonne, alors il a immédiatement révélé sa vraie forme et s'est enfui comme un fou. On a seulement vu un sanglier courir sauvagement sur la route. Son Oh-gong a rattrapé le sanglier en le dépassant et l'a roué de coups. Le cochon a sincèrement reconnu sa faute. En découvrant que c'était Huichul qui avait brûlé la photo et fourni le diadème d'or, Son Oh-gong a été pris d'une grande colère. Mais il ne pouvait rien faire contre Huichul. Son Oh-gong était désormais affecté par le diadème d'or, il allait donc tomber amoureux de Sunmi. Chaque fois que Son Oh-gong pensait à manger la chair du moine Tang, il ressentait une douleur extrême et pleurait. De son côté, Sunmi aussi pensait à Son Oh-gong. Elle n'avait pas pu dormir depuis plusieurs jours. Elle se retourna et découvrit soudain Son Oh-gong allongé devant elle. Sunmi fut très surprise et comprit en même temps qu'elle pouvait invoquer Son Oh-gong à tout moment. Son Oh-gong ouvrit le réfrigérateur de Sunmi et constata qu'il était vide. Il fut très surpris et pensa « Sunmi n'a rien mangé ». Sunmi accourut et referma rapidement le réfrigérateur. Elle ne mangeait qu'au restaurant car elle était habituée à vivre seule, sans parents ni amis. Son Oh-gong regarda les yeux pitoyables de Sunmi. Il lui dit qu'il serait toujours à ses côtés désormais. Un client de Sunmi voulait rendre la maison à cause de bruits étranges venant de l'étage. Sunmi et son assistante sont allés vérifier la situation et ont découvert que le problème ne venait pas de l'étage, mais qu'il y avait un fantôme féminin dans la maison. Sunmi a vu le fantôme féminin accroché au plafond et se cognant constamment la tête contre celui-ci, produisant des sons étranges. Sunmi voulait résoudre le problème elle-même, mais elle n'était pas de taille pour le fantôme féminin. Heureusement, au moment du danger, Son Oh-gong est arrivé à temps et a battu le fantôme féminin, sauvant ainsi la vie de Sunmi. De plus, Son Oh-gong venait souvent au bureau de Sunmi. Afin d'accroître sa présence, il lui a même offert une statuette de Sun Wukong pour le remplacer et manger avec Sunmi. Sunmi avait toujours vécu seule, mais maintenant elle a commencé à acheter 2 portions de riz. Elle voulait manger avec Son Oh-gong. Sunmi était vraiment à plaindre d'être seule. Sa famille et ses proches ne voulaient pas la voir. Sunmi ne s'est toujours pas plainte et les a aidés. La cousine enceinte de Sunmi a fait semblant d'être à plaindre afin d'emprunter de l'argent à Sunmi pour rembourser la dette de carte de crédit de son mari. Après avoir dit au revoir à sa cousine, Sunmi a vu un esprit démoniaque dans la voiture de sa cousine. Effectivement, l'esprit contrôlait l'esprit du mari de sa cousine, causant presque un accident. Heureusement, Son Oh-gong a psalmodié un sort à temps et a arrêté les mauvaises pensées de l'esprit maléfique, sauvant avec succès la cousine de Sunmi et son mari. En fait, ce mauvais esprit a été attiré par les mauvaises pensées du mari de la cousine de Sunmi et il a failli en subir les conséquences. La cousine de Sunmi ne savait pas que Sunmi la sauvait et l'a même réprimandée. Sunmi n'en pouvait plus. Elle ne voulait plus se forcer à maintenir cette relation. Du coup, Sunmi a dit tout ce qu'elle pensait. Aux yeux de Sunmi, sa cousine était une personne sans vergogne. Sunmi était déterminée à ne plus avoir rien à faire avec eux. Comme Sunmi n'était jamais acceptée par la famille de son oncle, elle n'avait même pas le droit d'assister aux cérémonies d'anniversaire de la mort de sa tante. Son Oh-gong était en colère, alors il a aidé Sunmi à transmettre ses sentiments à sa tante, afin qu'elle puisse lui témoigner sa piété filiale. Sunmi était ému et a remercié Son Oh-gong. En même temps, Sarah s'est rendue au bureau de Sunmi. Voyant qu'il n'y avait personne le soir, Sarah est entrée pour trouver Sunmi. À ce moment-là, Son Oh-gong est apparu et a utilisé un amulet pour sceller Sarah, puis est allé chercher Sunmi. Mais peu de temps après que l'amulette soit tombée par terre, à ce moment-là, l'assistante de Sunmi était toujours au bureau. Son Oh-gong a suggéré que du moment que Sunmi était prête à enlever son diadème d'or, il sauverait son assistante. Afin de sauver son assistante, Sunmi ne pouvait que consentir à enlever le diadème d'or de la main de Son Oh-gong. À ce moment-là, Huichul apparut soudainement. Il conseilla à Sunmi d'aller sauver les gens elle-même. À ce moment-là, Son Oh-gong s'inquiétait pour Tang Monk et devait aller sauver des gens. Sunmi comprit et se rendit elle-même au bureau. En effet, le pouvoir de l'amour du cercle d'or était trop grand. Son Oh-gong se sentait extrêmement blessé, rien qu'à penser à la tristesse de Sunmi. Il n'eut d'autre choix que d'aller capturer Sarah. L'assistante de Sunmi allait bien, après que Sunmi l'ait appris. Elle a été très touchée. Son Oh-gong a mis Sarah dans un grand sac et s'apprêtait à l'emporter. Soudain, Huichul est apparu et a ruiné son plan. Son Oh-gong était en colère et est allé trouver Huichul pour lui parler. Les deux ont commencé à rivaliser de magie dans la pièce. Alors que la situation était tendue, Subori est arrivé à temps.
Il a proposé une solution. Tant que la vie du moine pèlerin serait épuisée, Sun Wukong serait libéré et retrouverait sa liberté. Sun Wukong pouvait aussi boire librement. De plus, Huichul pouvait compter sur le moine Tang pour capturer des monstres et accumuler des points pour devenir un dieu. Huichul et Sun Wukong étaient incompatibles. Ils n'avaient donc pas le choix que d'accepter. Les deux parties étaient impuissantes. En fait, Huichul craignait seulement qu'une fois que Sun Wukong aurait retiré le cercle d'or, il mangerait Sun Mi. À ce moment-là, le pouvoir de Sun Wukong augmenterait de nombreuses fois. Huichul n'était pas non plus l'adversaire de Sun Mi. D'ailleurs, Huichul voulait cultiver pour devenir un dieu. Car seul, en devenant un dieu, pouvait-il rencontrer la fille qu'il aimait. Chaque minuit, Huichul voyait une fille dans un tableau. Elle avait les cheveux longs jusqu'à la taille et portait une magnifique robe rouge. Huichul était en larmes. Il murmurait « Où est-elle au monde ?» À ce moment-là, Sun Wukong amena Sarah chez Huichul. Pour empêcher Sarah de se décomposer, il ne pouvait que la mettre au réfrigérateur. Quand Huichul ouvrit le réfrigérateur, il fut choqué de trouver une fille zombie à l'intérieur. Mais Huichul continua patiemment à interroger Sarah à ce sujet. Huichul lui demanda pourquoi elle était devenue ainsi. Sarah prit soigneusement quelques comprimés. Ses membres ne furent plus raides, ses yeux ne furent plus rouges et son visage ne fut plus effrayant. C'est juste que son cerveau s'était décomposé, donc elle ne se souvenait de rien. Elle ne savait pas qui elle était ni où elle est. Elle savait seulement qu'elle devait trouver Sun Mi. Mais les zombies ne pouvaient pas rester dans ce monde trop longtemps. Sinon, elles deviendraient des démons. Ceci a été causé par Sun Mi, donc elle seule pouvait résoudre le problème. Quand Sun Mi a vu Sarah, elle ne pouvait s'empêcher de regretter qu'une si belle fille ait dû mourir. La famille de Sarah était probablement à sa recherche partout, alors Sun Mi a décidé de la retrouver. Mais avant cela, le général Dong devait baisser la température de Sarah pour l'empêcher de se décomposer. Les Daisik ont appris que l'écharpe de Sarah provenait d'un certain club. Il y avait de nombreuses filles adolescentes, toutes filles de familles riches. Pour enquêter facilement sur l'identité de Sarah, Sun Mi a créé un groupe de discussion. Parmi eux se trouvaient Pekka, Daisik et ses associés. Seul Sun Wukong était absent. Quand Sun Wukong l'a appris, il était extrêmement en colère. Comme Sun Mi ne connaissait pas le nom de Sarah, elle lui a donné le nom de Bouddha. Tous ont habillé Bouddha magnifiquement, la faisant ressembler à une personne normale. Ensuite, Sun Mi et elle sont allés au club d'investigation. Mais malheureusement, personne là-bas ne connaissait Bouddha. À ce moment-là, Sun Mi découvrit qu'une créature géante était attachée au corps d'une jeune fille. Cette créature ressemblait à un nouveau-né, aspirant constamment les nutriments et l'énergie de la jeune fille. Ainsi, quoi que la jeune fille mangeât, son poids ne faisait que diminuer. Sun Mi ne pouvait résoudre ce problème seule, alors elle en discuta avec Huichul et tous les autres. Ils en conclurent alors que les démons utilisent les tatouages sur le corps des gens. Cette créature se cache dans les tatouages et absorbe l'énergie des gens. Afin de découvrir la vérité, Sun Mi dut travailler très dur. Et finalement, elle découvrit que la créature provenait d'une écaille. Parce que certaines personnes ne pouvaient pas perdre de poids, du ressentiment s'est accumulé progressivement. Alors la créature maléfique est apparue. Sun Mi et Sun Wukong ont donc brisé la balance pour détruire la source de la créature. Bouddha vivait une très belle vie. Elle s'entendait bien avec tout le monde et Huichul. Sun Wukong a déclaré que ce devait être le zombie le mieux traité au monde. La fin de l'année approchait. Sun Mi est allé acheter de la nourriture pour préparer le réveillon du Nouvel An avec tout le monde. En chemin, Sun Mi a rencontré le jeune homme du supermarché. En entrant dans le magasin, Sun Mi a de nouveau vu le bocal. Elle a découvert que l'eau à l'intérieur coulait. Par ses sens, Sun Mi a réalisé qu'elle se trouvait sur un endroit très élevé. Le bas était recouvert de fumée et le feu faisait rage partout. La scène ne différait pas de la fin du monde. Sun Mi avait tellement peur qu'elle n'osait pas parler. Elle n'arrivait pas à y croire et était déprimée. Empêcher de telles choses de se produire dans la réalité était la mission du moine Tang. Huichul a apporté des disques de films des années 1930 qui ont fait l'objet de nombreux reportages médiatiques. Il a également reçu une récompense pour cela. Bien que Huichul semble indifférent en surface, il était en réalité très heureux intérieurement. Une nuit calme dans un musée, un gardien patrouillait partout avec une lampe torche. Il semblait chercher quelque chose. Soudain, il découvrit sa cible, une coiffeuse. L'employé sentit un reflet dans le miroir. Il tourna la tête et regarda en arrière, extrêmement effrayé. C'était une petite fille portant une robe rouge avec les cheveux courts et raides. La petite fille parla d'une voix rauque, effrayant encore plus l'employé. Il ne savait pas comment la petite fille était entrée, mais à ce moment-là, la petite fille disparut soudainement. On pouvait imaginer qu'il s'agissait d'un démon. L'employé eut peur et s'enfuit, ce qui le fit tomber dans les escaliers et perdre connaissance. Sun Mi a entendu dire que dans l'hôtel, chaque fois que des couples avaient des relations intimes, des choses étranges se produisaient. Alors elle et son assistante sont allées vérifier. Ils sont entrés dans la pièce et ont constaté que tout était normal, sans aucun problème. À ce moment-là, Sun Wukong est apparu et l'assistant est sorti pour répondre au téléphone. Il ne savait pas comment faire sortir le démon. Sun Mi a soudainement eu une idée. Il paraît que des actions intimes suffisaient à le faire apparaître. Ensuite, ils ont joué les amoureux et ont effectivement invoqué un démon sans bouche. Sun Wukong l'a simplement détruit sans faire de mal à personne. Après avoir détruit le démon, Sun Wukong a découvert une caméra cachée dans le carton. Il s'est avéré que le propriétaire du magasin l'avait secrètement filmé. Cet acte honteux devait être puni. Sun Wukong utilisa la magie pour faire en sorte que son assistant se précipite pour attraper le propriétaire qui tentait de s'échapper, puis le remettre à la police. Parallèlement, les sentiments de Sun Wukong pour Sun Mi se sont approfondis et il a commencé à vouloir lui faire plaisir. Afin de préparer un cadeau à Sun Mi, il a essayé de lui demander ses passe-temps. Sun Mi a dit à Sun Wukong qu'elle aimait la glace à la fraise et la couleur verte.
Lorsque Sunmi a répondu à la question, son expression s'est également adoucie. Sun Ogang a souri et a dit que tant que Sunmi aimait, il était prêt à rendre le monde vert. Ce jour-là, Booja regardait une émission de talent à la télévision et se souvint soudainement de quelque chose du passé. Elle dansa alors devant Huichul. Voyant Booja danser si bien, Huichul devina qu'elle avait peut-être été stagiaire avant sa mort. Booja dansait si fort qu'elle s'est accidentellement disloqué le bassin et ne pouvait plus bouger. Huichul ne pouvait que lui donner quelques pilules pour lui sauver la vie. Booja vit par hasard un tableau d'une femme en robe rouge. Huichul dit à Booja que la femme sur le tableau était la princesse Fer de Vent. À cause d'une erreur qu'elle avait commise, elle dut souffrir pour le reste de sa vie. Dans chacune de ses vies, elle mourait tragiquement. Dans cette vie, Huichul ne savait pas où elle était. Recevant une mission de Huichul, Pika emmena Booja à la salle de répétition. Au contact d'un environnement familier, Booja se souvint de ce qui s'était passé lorsqu'elle était stagiaire. En marchant, elle se souvint aussi de ce qui s'était passé auparavant. Elle vit soudainement un homme qui était celui qui avait enterré son corps cette nuit-là. Booja courut paniqué, mais l'homme était déjà parti. Booja observa la silhouette de la voiture. À ce moment-là, Booja rencontra inopinément une fille nommée Alice. Alice déclara avec arrogance que Booja avait endommagé sa voiture. Alice força Booja à payer des dommages et intérêts et la poussa même. Booja trébucha et tomba, laissant tomber accidentellement un œil. Booja le chercha et remit calmement l'œil en place. Alice eut tellement peur qu'elle s'évanouit sur place. D'un autre côté, les disques de films des années 1930 que Huichul avait donnés allaient bientôt être présentés au public le jour de la première. Ce jour-là, un autre employé est venu au musée, mais a été effrayé par la petite fille dans le miroir et s'est évanoui. Au moment crucial, Ji-young, l'assistante de Huichul, est intervenue pour prendre le relais et a dit à la petite fille de s'arrêter. Ne sachant où aller, la petite fille a quitté le plateau et s'est précipitée dans le film. Huichul a découvert que sa scène de film comportait une petite fille en rouge qui s'y était précipitée. Extrêmement en colère, il a voulu demander à Sunmi de l'aider à faire sortir la petite fille. Sunmi et les autres se sont donc rassemblés. Cette fois, Sunmi voulait que Huichul l'accompagne pour attraper la petite fille et ainsi l'empêcher de recourir à nouveau à des astuces. Huichul ne pouvait que consentir. Tous deux sont entrés avec succès dans le film, vêtus de costumes d'époque, et ont commencé à chercher la petite fille. Inopinément, Huichul et le film ont rencontré la princesse Fer de ce temps. Ils se sont immédiatement séparés pour agir. Si quelque chose arrivait, Sunmi pouvait immédiatement appeler Sun Oga. Malheureusement, lorsque Huichul s'est retourné, la princesse Fer avait disparu. Huichul a fouillé tous les coins et a découvert que la princesse Fer avait tenté d'assassiner un homme sans succès. Puis elle a été repoussée par l'homme. Huichul a vu cela et est immédiatement intervenu pour l'aider en battant l'homme. Puis il s'est dirigé vers la princesse Fer. En regardant la blessure à sa main, le visage de Huichul était rempli d'amour. Sun Oga, à l'extérieur du cinéma, s'est également rendu au musée pour enquêter sur la fille. Soudain, il découvrit que la coiffeuse avait été offerte par la vieille dame sur la photo. Et d'après la description de l'assistante Ji-young, la petite fille en rouge était en réalité la vieille dame lorsqu'elle était jeune. Il s'avéra que la petite fille n'était pas un fantôme, mais l'âme de la vieille dame. La vieille dame a maintenant 88 ans et est dans le coma sur son lit d'hôpital. Simultanément, Sunmi s'est rendu chez sa famille biologique pour suivre les indices et la retrouver. Finalement, Sunmi découvrit une coiffeuse dans la chambre. Juste au moment où Sunmi allait contacter Huichul, la fillette et sa famille l'ont attaquée ensemble. Pauvre Sunmi, elle ne pouvait que rester à terre désespérée. Au moment du danger, Sun Oga est arrivé à temps pour le mener. Puis il a allumé un feu qui a consumé le monde dans ce film, car c'est seulement ainsi qu'il pouvait ramener Sunmi. Sun Oga a réussi à sauver Sunmi. Afin de se venger de Huichul pour avoir donné le diadème d'or à Sunmi, Sun Oga a secrètement mélangé le sang de Sunmi au vin rouge et a également allumé des bougies à l'encens. De lotus dans la pièce. Le but était d'empêcher Huichul de sentir le sang dans le vin. Huichul était à l'origine un démon, donc une fois qu'il aurait bu le sang de Sunmi, il perdrait le contrôle. Sun Oga savait très bien que Huichul avait cultivé pendant des milliers d'années et était sur le point de devenir un dieu. Tant qu'il blesserait Tang Monk, il ne pourrait pas devenir un dieu. Heureusement, Huichul a réussi à se contrôler et à éviter de devenir fou. Cependant, dès que Sunmi est arrivé chez Huichul, celui-ci est redevenu fou. Il a essayé de contrôler ses désirs, mais ses yeux ont commencé à rougir et ses crocs se sont montrés. Voyant Huichul perdre ainsi le contrôle, Sun Oga est apparu à temps pour emmener Sunmi à la grotte du rideau d'eau afin qu'elle puisse savourer son précieux vin. Sunmi était très curieuse de savoir quel crime Sun Oga avait commis cette année-là pour être emprisonné au pied de la montagne. Sun Oga ne voulait pas mentionner le passé. Sunmi était triste, car une personne emprisonnée pendant 500 ans devait être très malheureuse et seule. Sun Oga fut un peu touché, mais il retint ses émotions. Il a simplement dit à Sunmi de ne pas se soucier de ses affaires. Huichul avait retrouvé des forces, mais évitait de rencontrer Sunmi pour éviter de perdre le contrôle. Ce jour-là, Huichul venait de terminer son tournage lorsque Sunmi est venu ici pour discuter quelque chose avec lui. Huichul a immédiatement fui. Ses yeux ont recommencé à rougir. Il a essayé de se retenir. Au moment où il montrait ses crocs et se préparait à manger Sunmi, Sun Oga arriva à temps, assomma Huichul et le mena à l'ascenseur. De l'autre côté, la fille aux cheveux courts voulait vendre sa maison. L'assistant amena Sunmi voir la maison. Elles découvrirent immédiatement que la fille qui était déprimée était soudainement devenue énergique. Il semblait que la fille avait complètement oublié la douleur de la perte de son amant. Sunmi découvrit soudainement que la mèche de cheveux de la fille émettait une étrange lumière bleue. Il ne faisait aucun doute.
qu'un monstre se cachait à l'intérieur. Il s'est avéré que cette fille avait de très longs cheveux, mais que quelqu'un au parc en avait coupé une partie. Simultanément, ses douloureux souvenirs ont également été coupés. Sunmi se sentant très étrange, elle est allée au parc pour vérifier la situation, mais n'a rien vu. Elle a donc dû appeler Sun-Oga pour l'aider à enquêter. Entendant l'appel de Sunmi, Sun-Oga n'a eu d'autre choix que de venir. Cependant, quelques minutes avant son arrivée, Sun-Oga réfléchissait encore à la manière de se débarrasser de Sunmi et de retrouver sa liberté. Ensuite, Sunmi et Sun-Oga ont acheté de la barbe à papa. Les deux étaient intimes et très affectueux. Sun-Oga aimait tellement la barbe à papa qu'il en mangeait de gros morceaux. Le voyant aussi heureux qu'un enfant, Sunmi était très satisfait. Mais finalement, tous les deux ne purent retrouver la personne qui avait coupé les cheveux de cette fille. Huichul avait bu du sang du moine Tang, si bien que ses joues étaient rouges et enflées. Il ne pouvait assister à aucun événement extérieur. Il ne pouvait donc que trouver un antidote pour soulager cette souffrance. L'assistante Ji-young ne voulait pas voir son maître souffrir, alors elle voulait prendre un couteau pour tuer Sunmi afin que Huichul puisse en profiter. Inopinément en chemin, elle rencontra Pekka. Il avait déjà percé ses intentions, alors il alla immédiatement informer Sun-Oga et Huichul. Tous deux se sont précipités pour sauver Sunmi. Simultanément, en apprenant tout, Sunmi fut extrêmement déçue. Il s'avéra que tous les monstres voulaient la manger. Triste, elle courut au parc et voulut enlever le cadenas d'amour qu'elle avait accroché le matin. À ce moment-là, le démon coiffeur réapparut. Il s'avéra que ce démon était spécialisé dans la coupe des cheveux chargée de tristesse. Sunmi hésita immédiatement, car si elle se coupait simplement les longs cheveux, elle oublierait Sun-Oga et oublierait toute sa tristesse. Mais finalement, Sunmi ne put se résoudre à abandonner. Elle a crié le nom de Sun-Oga et il a attrapé le démon à temps. Sunmi a également gardé ses longs cheveux. Cependant, Sunmi ne pouvait toujours pas s'empêcher d'être en colère contre l'attitude de Sun-Oga. Pour expier ses péchés, Sun-Oga a offert à Sunmi une glace à la fraise, qu'elle aimait beaucoup. En voyant le dessert, Sunmi est allée au magasin du général Dong. Le général Dong a dit à Sunmi qu'elle pouvait temporairement congeler le diadème d'or pour tester si Sun-Oga l'aimait vraiment. Alors quand il a neigé, le diadème d'or de Sun-Oga a gelé. Sunmi a couru précipitamment vers lui et a demandé avec inquiétude à Sun-Oga si elle était belle ou non. Sun-Oga ignorait que le diadème d'or était invalide, il a donc dit ce qu'il pensait. Il a dit à Sunmi qu'elle était très belle, car il l'aimait vraiment. Sunmi était extrêmement heureuse, car elle savait que Sun-Oga disait la vérité. Sun-Oga était malade, il se sentait donc mal partout. Mais Huichul était très enthousiaste à l'idée d'assister aux événements, car un producteur de cinéma américain devait venir le voir. Huichul se préparait à organiser une fête à la maison et a invité Sunmi à y assister. Sun-Oga a immédiatement montré son mécontentement en entendant cela, mais a quand même dit qu'il s'en fichait. Huichul a souri après avoir entendu cela, Huichul préparant la rencontre entre Sunmi et le producteur de cinéma. Il connaissait Sunmi auparavant, et il s'en souvenait toujours. Huichul voulait utiliser des ruses pour les rapprocher, rendant Sun-Oga un peu triste. Sunmi était en difficulté. Elle se retrouvait amoureuse de Sun-Oga. Mais comment des humains et des monstres pouvaient-ils être ensemble? À ce moment-là, Sunmi tourna la tête et découvrit soudainement Sun-Oga derrière elle. Cela la surprit extrêmement. Elle se demanda quand Sun-Oga était arrivé. Cette fois, Sun-Oga a apporté du porridge que Dae-sik avait lui-même préparé. Normalement, Dae-sik était le président de la société, mais lorsqu'il était seul, il aimait cuisiner et faire le ménage. Tard dans la nuit, dans une bibliothèque déserte, un homme étudiait diligemment. En levant la tête, il vit une belle jeune fille en face de lui, et l'homme sourit. À ce moment-là, ses amis lui envoyèrent un SMS pour lui rappeler qu'il y avait un beau fantôme féminin dans la bibliothèque qui n'avait pas de jambes. L'homme fut extrêmement effrayé après l'avoir lu, alors il se cacha délibérément sous la table et vit que la jeune fille en face de lui n'avait vraiment pas de jambes. L'homme a crié de peur et s'est évanoui. Le lendemain, lorsque Dae-sik est allé au marché aux poissons, il a vu une pieuvre. C'était le deuxième fils du roi dragon nommé Cheval Dragon Blanc. Parce que le Cheval Dragon Blanc avait enfreint les règles, il fut expulsé du palais du dragon. Alors Dae-sik a amené le Cheval Dragon Blanc chez Huichul. Mais ce cheval dragon blanc n'était pas une bonne créature. Il s'était déjà échappé et avait pris possession du corps d'Alice. À ce moment-là, Huichul avait un terrible mal de tête. Après avoir parlé au cheval dragon blanc, Huichul sut qu'il y avait une sirène qui était tombée amoureuse d'un humain. Le cheval dragon blanc lui avait vendu un médicament pour faire pousser des jambes. Cette fois, le cheval dragon blanc est venu dans le monde humain pour donner un couteau à la sirène afin qu'elle puisse tuer l'homme qui ne l'aimait pas de ses propres mains. Seulement alors pourrait-elle retourner à la mer. Huichul a donc confié cette tâche à Sun Ogong. Ils ont utilisé Sunmi comme appât pour attirer la sirène. Ayant appris que la sirène était tombée amoureuse du bibliothécaire, Sunmi et Sun Ogong sont allés à la bibliothèque. Mais ils ont vu que le bibliothécaire avait déjà une petite amie. Ils ne savaient pas ce que ressentirait la sirène. Sun Ogong s'est assis à côté et dit froidement que, pour le moment, la sirène voulait juste le tuer. Pour permettre au cheval dragon blanc dans le corps d'Alice de filmer immédiatement, Huichul a confié à Pekka le soin de guider le cheval dragon blanc. Pekka ne pouvait que s'organiser méticuleusement. Inopinément, le cheval dragon blanc portait une robe pour la première fois, il était donc mal à l'aise. Il a été imprudent et a cassé le bretelle de la robe. Pekka a utilisé de la magie pour éteindre toutes les lumières ici, et a placé en fait Alice, qui avait toujours eu le béguin pour Pekka, ne pouvait contrôler ses battements de cœur accélérés. Ce qui a rendu le cheval dragon blanc très en colère. Ce soir-là, Sunmi s'est rendue délibérément à la bibliothèque. Elle a également apporté un bassin d'eau froide, car les sirènes révèlent leur véritable forme lorsqu'elles sont exposées à l'eau. Très rapidement, la sirène est arrivée devant Sunmi. Mais le plus effrayant, c'est que l'eau n'avait aucun effet sur les sirènes.
Sunmi était confuse quant à la raison pour laquelle cette sirène n'avait pas de queue. À ce moment-là, Son Ogong est venu et a donné un couteau à la sirène. Sunmi ne comprenait pas pourquoi la sirène n'avait ni jambes ni queue. Mais Son Ogong n'a pas beaucoup expliqué et s'est simplement retourné et est parti. Sunmi a attendu l'ascenseur seul. Lorsque la porte s'est ouverte, le manager est sorti. Sunmi regarda son dos. Sunmi se souvint soudainement de ce que Son Ogong avait dit dans la journée. Si la sirène voyait cette scène, elle tuerait certainement le manager. Sunmi eut peur et sentit que la situation était mauvaise, alors elle le suivit précipitamment. Effectivement, Sunmi vit la sirène serrant le couteau. Les choses n'étaient pas si simples. Il s'avéra que ce manager avait abusé des sentiments de la sirène. Après l'avoir eue, il avait le cœur de la tuer. C'est pourquoi l'âme de la sirène était revenue pour se venger. Elle utilisa le couteau que Son Ogong lui avait donné pour transpercer le cœur de ce salaud. Cette blessure ne le tuera pas, mais elle deviendra une épine invisible qui ne disparaîtra jamais, et elle fera vivre cet enfoiré dans la douleur. Sunmi n'a pas arrêté la sirène car ce salaud méritait d'être puni. Désormais, il ne pourra vivre que dans la souffrance. Après que la sirène eut pris sa revanche, elle s'est aussi transformée en flaque d'eau. D'un autre côté, le a toujours aimé. Il semble qu'un rival de Son Ogong soit apparu. Le corps de Buja se décompose lentement et elle cherche toujours sa famille. En fait, sa seule parente est sa mère. Sa mère a été hospitalisée pour épuisement suite à ses recherches. Le groupe qui a enterré le corps de Buja a également reçu l'ordre d'éliminer sa mère. Le lendemain, Buja s'est rendue sur le lieu de tournage. Elle a immédiatement reconnu une voiture noire familière devant la porte. Le conducteur a été très surpris de voir Buja. Buja a demandé à l'homme s'il la connaissait. L'homme s'est souvenu que ce soir-là, en conduisant, il avait été distrait et avait accidentellement percuté Buja alors qu'elle traversait la rue. Pour la cacher, il a utilisé le manteau du club pour couvrir Buja. Il a aussi engagé quelqu'un pour se débarrasser de son corps. Sunmi et le producteur de cinéma américain Jonathan se sont retrouvés. Il s'est avéré qu'enfant, l'avion téléguidé de Jonathan s'était écrasé dans une maison. Sunmi a senti qu'il y avait un fantôme dans la maison, alors elle a tiré Jonathan dans un coin. Puis elle a utilisé un parapluie jaune pour le dissimuler, sauvant ainsi la vie de Jonathan. Tout le monde était heureux de ces retrouvailles, sauf Son Ogong. Il avait essayé d'être un héros et pensait que Sunmi ne le trahirait jamais, mais il était extrêmement en colère intérieurement. Au départ, Wichul voulait que Sunmi et Jonathan soient ensemble, mais chaque geste et chaque parole de Sunmi montrait qu'elle aimait Son Ogong. Alors, Wichul a dit à Sunmi que Son Ogong avait travaillé dur pour préparer toutes sortes de sauces délicieuses rien que pour elle. Sunmi s'est sentie un peu triste et le cœur brisé après avoir entendu cela. Elle a interrogé Son Ogong avec colère et lui a dit de jeter toutes les sauces. Mais Son Ogong était jaloux et très arrogant, alors ils se sont disputés. Tard dans la nuit, un homme était assis à l'arrêt de bus en parcourant Instagram. Voyant que ses amis menaient tous une vie meilleure que la sienne, il était extrêmement jaloux et rancunier. À ce moment-là, un démon s'est emparé de lui. Sous l'instigation du démon, l'homme a commencé à attaquer des gens en ligne. La cyberviolence qu'il a causée a entraîné la fermeture du magasin et a eu un impact très négatif. Sunmi et son assistante se sont rendus au magasin pour vérifier la situation. Sunmi a découvert que c'était un démon aux paroles venimeuses qui semait le trouble. C'était un type de démon spécialisé dans les malédictions causant la ruine ou la destruction des familles. Afin de trouver ce démon aux paroles malveillantes, Wichul a suggéré à Sunmi de créer un compte Instagram et de publier des photos de sa richesse. Ainsi, l'assistante Ji-young a aidé Sunmi à ressembler à une femme riche. Sunmi a pris des photos avec de nombreux sacs de marques de luxe et les a publiées en ligne. Par conséquent, les photos de Sunmi ont attiré beaucoup de tateurs. C'est juste que le démon maldisant n'est pas encore apparu pour attirer plus de vues. Sunmi et Pekka ont pris une photo avec 2 célébrités et Alice. Ainsi, la photo de Sunmi a attiré de plus en plus l'attention. La statue de tête de bœuf dans la maison de Wichul était toujours une grande source de fierté pour lui. Soudain, un jour, Wichul découvrit que la statue s'était transformée en vache. Wichul était extrêmement en colère en voyant cela. Buja ne put que timidement se lever et avouer qu'elle l'avait dessinée. Wichul était en colère, mais ne pouvait rien faire. Alice et Pekka sont sortis ensemble, mais le cheval blanc qui occupait le corps d'Alice était ivre. Il a simplement serré Pekka dans ses bras et a refusé de le lâcher. À ce moment-là, un reporter les suivait et prenait des photos en cachette. Buja descendait également au sous-sol vers le parking. Inopinément, les 2 personnes qui avaient précédemment débarrassé le corps de Buja l'avaient vu. Elles furent très surprises et pensèrent que Buja était toujours en vie, alors elles projetèrent de la tuer à nouveau. À ce moment-là, Sunmi faisait ses courses au supermarché lorsqu'elle ressentit soudainement quelque chose d'étrange qui la mit immédiatement en alerte. Inopinément, Sunmi rencontrait Jonathan par hasard. Tous 2 se sont alors rendus compte qu'une femme prenait secrètement des photos de Sunmi. Il s'est avéré que c'était la personne qui avait réprimandé Sunmi sur Instagram. Après avoir discuté, la femme a sincèrement présenté ses excuses à Sunmi. Sunmi l'a également généreusement pardonné. Ensuite, Sunmi et Jonathan sont descendus au sous-sol et se sont dirigés vers le parking. Inopinément, Son Ogong les attendait depuis longtemps. En voyant Sunmi avec Jonathan, il était extrêmement en colère. Il vient d'utiliser de la magie pour jeter Jonathan. Sunmi a vu le comportement grossier de Son Ogong et était très en colère, alors ils se sont disputés de nouveau. D'un autre côté, le démon à la bouche mauvaise a trouvé le compte de l'assistant sur l'Instagram de Sunmi et s'est tourné vers lui pour l'attaquer. On dit qu'il était un bâtard, mais qu'il avait une femme et 2 enfants. Comme ça, l'assistant a été attaqué par le démon à la bouche mauvaise. Après l'avoir vu, il était très triste et s'est assis seul dans le bureau en pleurant. Heureusement, Son Ogong est arrivé à temps. Après avoir écouté l'assistant, Son Ogong a promis de l'aider à résoudre tout cela.
Sun Wukong alla à la rencontre du démon à la bouche mauvaise. Cependant, au dernier moment, le démon à la bouche mauvaise dit à Sun Wukong qu'il mourrait un jour de la main du moine Tang. Ce que le démon à la bouche mauvaise a dit était vrai. Puis Sun Mi a accidentellement reçu une cloche noire du type à l'épicerie étrange. Cette cloche était très particulière. Tant qu'elle sonnait, cela signifiait que l'un des deux tuerait l'autre. Dans les jours suivants, des démons sont apparus les uns après les autres. Il y avait un démon déguisé en mariée. Pour attirer le démon, Sun Mi a porté une robe de mariée et est entré dans la salle des mariages. Huichul a joué du piano. Sun Ogun s'est lentement approché. Sun Mi est tombée momentanément dans une illusion. Elle a cru que c'était vraiment son mariage. Heureusement, Sun Ogun a été rapide et a utilisé un seul mouvement pour détruire le démon. Sun Mi a regardé cette scène d'un air vide. Elle s'est sentie un peu triste et perdue. Elle était tombée amoureuse de Sun Ogun. En ce moment, elle espérait seulement que ce soit un vrai mariage. Sun Mi a amené l'enfant de son assistante à la compagnie et a ensuite laissé Sun Ogun s'en occuper pendant 1 heure. Sun Ogun ne savait pas comment jouer avec les enfants, il a donc vu que le dessin de dinosaure de l'enfant ne ressemblait pas à un dinosaure, mais plutôt à un poulet. Sun Ogun a ri, ce qui a fait pleurer les deux enfants. Pour sauver la situation, Sun Ogun n'a pu que promettre de mener les enfants voir de vrais dinosaures. Sun Ogun a commencé à faire de la magie et le dinosaure est immédiatement apparu en plein air. Les yeux de l'enfant se sont élargis de surprise. Pour apaiser les enfants, Sun Ogun a appelé Pekka, Daisik et Buja. Sun Ogun s'est enfui en secret car il ne s'entendait pas avec les enfants. Il ne savait vraiment pas comment apaiser des enfants qui pleuraient. Du coup, après un moment de jeu, les enfants ont refusé de rentrer à la maison. De plus, ils ont également prévu d'épouser Sun Ogun lorsqu'il serait grand. Cela a rendu Sun Mi extrêmement impuissante. Après avoir ramené les enfants à la maison, Sun Mi regarda joyeusement la cloche noire. En fait, cette cloche noire n'était pas bonne, mais Sun Mi ne le savait pas. Elle pensait avoir trouvé un trésor. Sun Mi est donc allée immédiatement voir Huichul pour en discuter. Elle voulait retirer le diadème d'or de Sun Ogun. Elle croyait aussi qu'ils s'aimaient vraiment tous les deux. Huichul a dit à Sun Mi que la raison pour laquelle elle était devenue moine Tang était qu'elle avait libéré Sun Ogun cette année-là. Dès lors, leur destin était lié. En même temps, Huichul espérait que Sun Mi pourrait l'aider à trouver une relique perdue, qui était la cloche symbolisant la malchance. Sun Mi comprenait aussi que son amour pour Sun Ogun n'était pas du tout bon. À ce moment-là, dans une famille, un père ivre battait ses 2 pauvres enfants. La plus jeune sœur se cacha dans un coin et pleura. Soudain, elle vit une corde dehors. La corde dorée ressemblait à celle des contes de fées. La cadette vit cela et saisit immédiatement la corde pour grimper. Mais elle en est tombée du balcon. L'aîné ne vit pas sa sœur, et lorsqu'il apprit sa chute, il fut extrêmement affligé. L'âme de la cadette fut scellée dans le livre. Subori dit à Huichul que de nombreuses disparitions mystérieuses d'enfants avaient eu lieu récemment. Subori pensait que c'était très probablement l'œuvre de la princesse Éventail de Fer. Huichul n'y croyait pas, car la princesse Éventail de Fer n'aurait pas pu faire une chose pareille. La conversation entre les deux se termina sur une dispute. Sun Mi et Sun Ogun se tinrent la main et se promenèrent. Ils passèrent des moments inoubliables ensemble. Après la fin du rendez-vous, Sun Ogun raccompagna Sun Mi chez elle. Puis il lui posa une question. S'il n'y avait pas de diadème d'or, quelle serait la relation entre lui et Sun Mi? Sun Mi observa attentivement Sun Ogun. Avec ou sans le diadème d'or, elle l'aimerait toujours, sans jamais changer. Quoi que fasse Sun Mi, elle ne s'attendait jamais à tomber amoureuse d'un démon. Sun Ogun ne ressentait pas la même chose. Il se sentait extrêmement mal à l'aise. Puis Sun Mi alla à l'épicerie pour trouver une réponse à la question de savoir si l'amour entre humains et démons pouvait avoir une fin heureuse. Mais la réponse rendit Sun Mi très triste. L'amour entre humains et démons ne pourrait jamais aboutir. Ce soir-là, un enfant jouait seul au parc. Au moment où l'enfant a eu faim, beaucoup de biscuits sont apparus soudainement. L'enfant, sans méfiance, a suivi les biscuits pas à pas en s'éloignant. Puis son âme a été absorbée dans un livre par la femme. La femme a rangé le livre sur l'étagère. Chaque livre contenait l'âme d'un enfant. Cependant, la femme a soudainement découvert que l'âme de la petite sœur s'était enfuie. Il semblait que la petite sœur avait tellement manqué son frère qu'elle s'était enfuie en secret. L'âme de la sœur errante s'est rendue chez le glacier du général Dong, mais a rapidement disparu. Le général Dong a également entendu parler de la disparition des âmes d'enfants, alors il en a informé Sun Ogun. Tous deux se sont rendus à un endroit où de nombreuses âmes erraient, et effectivement, ils ont découvert l'âme de la jeune sœur, et la mystérieuse femme faisait le mal. Cette fois, elle ciblait le frère solitaire. Le livre pour enfants que la femme a choisi était La petite fille aux allumettes. Le frère a accidentellement ramassé une boîte d'allumettes, puis en a allumé une et l'a jetée par terre. Le feu a commencé à se propager rapidement, mais heureusement, Sun Mi est arrivé à temps pour l'éteindre. Sun Mi s'est retournée et a vu la femme assise là, un sourire sinistre sur le visage. La femme s'appelait Aigrette et elle disait pouvoir apporter le bonheur aux enfants. Les enfants qu'elle choisissait étaient toujours des enfants nés de l'eau et du feu. Elle plaçait ensuite leurs âmes dans des contes de fées et ils vivaient heureux pour toujours. Aigrette commence alors à charmer Sun Mi pour lui faire se souvenir de son enfance malheureuse. Sun Mi était isolée et humiliée enfant. Sun Mi n'a jamais été heureuse à cette époque. Sun Mi voulait aussi vivre dans un conte de fées, alors l'âme de Sun Mi a aussi été aspirée dans le livre. À ce moment-là, Huichol et Sun Ogun se sont également rendus compte que Sun Mi avait disparu. Huichol est allé chercher Sun Mi, mais il ne l'a vu que gisant par terre. Sun Mi est encore en vie, mais n'était plus une moine, car Sun Mi, en tant que Chills, a été aspiré dans le livre.
Prisonnière dans un conte de fées, tous les pouvoirs de moine Tang de Sunmi ont été retirés par Egret. Huichol a calmement dit à Sunmi que désormais elle pourrait mener une vie normale et devenir une personne ordinaire, et qu'il ne la reverrait plus jamais. À ce moment-là, Sunmi avait perdu son identité de moine Tang. Donc Buja, qui avait été ravivé par le sang de Sunmi, s'est également évanoui. Pekka et Alice se sont empressés d'aller chercher Buja. Elles l'ont trouvé au sous-sol et ont découvert que son corps se décomposait progressivement, alors elles l'ont rapidement emmené. De l'autre côté, Sunogom est arrivé devant Egret. L'Egret lui dit avec arrogance qu'elle détenait désormais le destin de Sunmi. Ainsi, Sanogom obéirait à ses ordres à l'avenir, et il l'aimerait aussi. Le problème le plus difficile était que le diadème d'or s'activait lorsque Sunmi avait l'identité du moine Tang. Par conséquent, Sanogom aimait toujours Sunmi lorsqu'elle était une personne normale. Sanogom ne supportait plus l'Egret. Extrêmement en colère, il la roua de coups. Puis il déclara que la seule propriétaire du diadème d'or était Sunmi. Mais maintenant, Sunmi ne pouvait plus appeler Sanogom, car son identité spéciale lui avait été retirée. Sunmi est officiellement redevenue une personne normale. Sunmi n'a pas à s'abandonner, elle a donc appelé Sanogom. Mais les alentours restaient silencieux et rien n'est apparu. Sunmi n'a donc eu d'autre choix que d'aller chez Huichol pour trouver Sanogom. Les deux se sont retrouvés. Sanogom a dit à Sunmi que le démon ne la hanterait plus. Il ne la protégerait plus non plus. Sunmi a confirmé avec tristesse que Sanogom ne l'aimait vraiment pas. Sanogom a enduré et n'a rien dit. Sunmi est parti en larmes. À ce moment, Sanogom a réprimé son désir de garder Sunmi. La propriétaire du diadème d'or était devenue Egret. C'était aussi l'occasion pour Sanogom de rompre le contrat. Huichol est allé voir Egret voulant faire un contrat avec elle. Mais il a été surpris d'apprendre qu'elle avait obtenu le pouvoir du moine Tang. Mais la propriétaire du diadème d'or était toujours Sunmi. Donc maintenant Sanogom aimait toujours Sunmi. Huichol fut surpris. Il rentra chez lui et vit Sanogom faire ses bagages. Simultanément, Buja était en danger. Même si Pekka ramena Buja à la maison, elle ne pouvait toujours pas survivre. Bientôt, elle redeviendrait un cadavre normal. Si on ne l'incinérait pas à temps, elle deviendrait un démon. Pekka était extrêmement inquiet et en colère. Il voulait trouver un moyen de sauver Buja à tout prix. De notre côté, Sunmi voulait savoir si sa capacité avait vraiment disparu. Elle et son assistant se sont donc rendus dans une maison hantée. Il y avait 3 esprits dans la maison, mais Sunmi ne voyait rien. Même si les esprits étaient juste à côté d'elle, elle ne pouvait pas les voir. Sanogom s'apprêtait à partir. Il est donc allé faire ses adieux à Sunmi. Inopinément, il a rencontré Jonathan. Sanogom était en colère et ne voulait pas partir, mais il ne savait toujours pas quoi faire. Avant de partir, il a laissé une statue de Sun Wukong pour surveiller Sunmi et Jonathan. Voyant Sanogom partir, Sunmi le poursuivit. Les deux se disputèrent à nouveau, aucun d'eux ne voulant avouer ses sentiments. Jonathan invita Sunmi à dîner. Elle vit accidentellement le garçon qui s'était échappé. Jonathan savait que Sunmi possédait des pouvoirs mystérieux. Il espérait donc qu'elle pourrait aider le garçon. Il s'avéra que le garçon voulait parler à sa sœur. Sunmi était triste car elle ne voyait plus rien. Huichol alla négocier avec Ygritte. Il espérait qu'elle puisse libérer l'âme du bébé, mais Ygritte refusa car selon elle, ses enfants étaient pitoyables. Au lieu de vivre dans la douleur et la réalité, il valait mieux les laisser vivre heureux dans leur monde féerique. De l'autre côté, Pekka découvrit que la raison de la décomposition de Buja était Sunmi. En colère, il emmena Sunmi auprès de Buja pour que Buja puisse la manger. De cette façon, Buja continuerait à vivre. Au moment crucial, Huichol arriva à temps. Ils découvrirent que Buja n'avait pas attaqué Sunmi. Au contraire, elle semblait effrayée et se blottissait dans les bras de Sunmi. Il semblait que Buja avait conservé sa raison. Sunmi savait, grâce à Huichol, que Buja était devenue ainsi à cause d'elle. De plus, Ygritte refusait également de libérer les âmes des enfants. Sunmi était très en colère. Elle décida d'aller elle-même trouver Ygritte. Sunmi retrouva aussi son moi enfantin. Sunmi fouilla la grande bibliothèque et trouva enfin le livre qui emprisonnait son âme. Elle entra dans le livre, mais Sanogong vint aussi demander à Ygritte comment libérer toutes les âmes. Puis il dit à Ygritte que du début à la fin, elle n'était qu'un démon haï du monde entier. Ygritte était si furieuse qu'il a disparu dans la nature, et les âmes des enfants ont aussi été libérées. Sunmi a aussi retrouvé son moi d'enfant. Elle a retrouvé le pouvoir du moine Tang. Buja a aussi vécu. Quant au frère solitaire, il a été adopté par l'assistant de Sunmi. À la bibliothèque, Sunmi s'est retrouvée. Elle était extrêmement excitée et a embrassé joyeusement Sanogong. La scène du baiser des deux était si chaleureuse. Alors Sanogong prit la main de Sunmi et s'éloigna avec assurance. Désormais, il pouvait affronter ses sentiments pour Sunmi en toute confiance. Même sans le diadème d'or, l'amour entre deux dure à jamais. Un beau jour, Huichol et Daisung étaient à l'université de Corée. Ils portaient ensemble la flamme olympique. Les gens étaient alignés en 2 rangs pour les acclamer et des acclamations se faisaient entendre partout. Mais à ce moment-là, un homme se précipita soudainement et poignarda Huichol à l'estomac. Le sang a commencé à couler et Huichol est tombé au sol. Sunmi l'a vu rapidement aux informations et elle était extrêmement confuse. Avec la force de Huichol, il ne pouvait pas mourir d'une simple blessure par arme blanche. Comme prévu, grâce à l'assistant Jeom, Sunmi savait que l'agresseur avait été possédé par un démon. La personne qu'il voulait tuer était Daesung. Mais parce que Huichol l'avait vu à l'avance, il s'est interposé devant Daesung. Huichol avait planifié cette mort. Seule, la fin de son identité actuelle pouvait lui permettre d'en commencer une nouvelle et de vivre longtemps dans le monde humain. Buja est allé trouver Sunmi et s'est sincèrement excusée. Après tout, elle a failli blesser Sunmi dans la voiture ce jour-là. Mais Sunmi est une personne très généreuse. Sunmi aime beaucoup la charmante Buja.
Sunmi espère aussi qu'elle ne se décomposera pas et qu'elle vivra heureuse. Sun Wukong sait que l'énergie spirituelle ne peut pas maintenir complètement le corps physique de Buja. Si Buja ne se désintègre pas, tôt ou tard elle deviendra vraiment un monstre cannibalesque. Buja est très triste. La seule chose qu'elle puisse faire maintenant est de choisir un jour pour disparaître. Mais avant ça, Buja espère retrouver sa famille. Elle veut aussi trouver son assassin. À cette époque, sur un chantier dans les terres désolées, un parc est sur le point d'être construit. Mais il y a un arbre sacré ici. Quiconque osera l'abattre aura un accident. Par conséquent, l'investisseur a offert une récompense de 500 000 won, précisant que celui qui abattra l'arbre la recevra. Un ouvrier, malgré le danger, voulut tenter sa chance et fut inopinément englouti par le tronc de l'arbre. Il a été dévoré par l'arbre sacré. À ce moment-là, Huichol regardait aux nouvelles la diffusion de son accident. Tout le monde est venu prier pour Huichol et espérait qu'il se réveillerait bientôt. Huichol était ému aux larmes, se demandant s'il allait mourir si tôt. Mais peu de temps après, de nombreuses femmes se sont levées pour l'accuser. Elles ont déclaré avoir donné naissance à l'enfant de Huichol et voulaient partager ses biens. Les médias ont également rapporté que Sunmi était l'amante de Huichol. Par conséquent, Huichol s'est préparé à retourner dans le monde des humains pour corriger les rumeurs. Sunmi, Pekka et Buja se sont rendus ensemble à l'hôpital pour rendre visite à Huichol, espérant qu'il se rétablirait. En fait, la personnalité à l'hôpital n'était qu'une illusion. Ils virent donc une personne possédée par un démon, le même ouvrier qui avait été dévoré par l'arbre sacré. Il se tenait à la porte de la chambre d'hôpital, observant Daesung venu rendre visite à Huichol. Sunmi et Pekka se sont précipités à sa poursuite. Buja était assise seule dans le couloir de l'hôpital. Cependant, Buja ignorait que la femme alitée dans la chambre voisine était sa mère biologique. Buja, amnésique, regardait sa mère être emmenée. Elle ressentit quelque chose de très familier. Incapables de rattraper le diable, Sunmi et Pekka sont retournés dans la chambre d'hôpital. Ils en ont discuté ensemble. Afin d'éliminer Daesung, le diable a possédé de nombreuses personnes. Après avoir entendu cela, Huichol a demandé à l'assistante Ji-young d'enquêter sur Daesung. Après avoir visité le patient, Buja a rapporté toutes les fleurs de la chambre d'hôpital de Huichol chez elle. Sunogong a montré du dégoût car ces choses allaient tôt ou tard se faner. Pourquoi fallait-il les ramener ici? Buja était un peu en colère. Elle ne voulait pas faire de mal aux autres, alors elle a décidé de ne pas chercher celui qui l'avait tué. Sunogong a été très touché en entendant cela. Buja était devenu un zombie, mais avait gardé des sentiments. Après enquête, l'assistante Ji-young a déclaré que la société de Daesung était en construction, mais qu'il y avait un arbre sacré qu'il était impossible d'abattre. Quiconque osait abattre l'arbre serait frappé par le malheur. La personne qui voulait tuer Daesung auparavant était aussi celle qui était contrôlée par le démon. Mais à ce moment-là, le démon à l'intérieur de l'arbre sacré avait disparu. Le démon s'en allait. On dit qu'il a protégé cet endroit pendant des milliers d'années. Ensuite, nous devons voir ce que ces imbéciles vont faire. Sunmi n'a pas compris ces mots. Était-ce vraiment un démon tout à l'heure? Après le départ du démon, les ouvriers ont abattu l'arbre et déterré un cercueil. Mais ils n'ont pas pu l'ouvrir et il avait l'air très étrange. Buja est allé à l'hôpital pour rendre visite à Huichol. La personne qui s'occupait de la mère de Buja l'a reconnu. Buja suivit le gardien jusqu'à la chambre où sa mère vivait autrefois. En voyant que l'avis de disparition la concernait, Buja fut extrêmement heureuse et appela immédiatement sa mère. Mais à ce moment-là, sa mère avait déjà été emmenée par ces méchants. L'homme qui répondit au téléphone était celui qui avait auparavant disposé de son corps. L'homme dit à Buja d'aller sur le toit de l'hôpital, puis la poussa dans le vide. Le corps de Buja était couvert de sang. Juste à ce moment-là, Seonogun sortit également de l'hôpital et vit la scène. Il la serra fort dans ses bras et empêcha Seonmi de voir cette scène terrifiante. Seonogun vit Buja de nouveau grièvement blessé. Il ne put contrôler sa colère, monta sur le toit et se prépara à tuer ces deux salauds. Alors qu'il allait le faire, Seonmi accourut pour arrêter Seonogun. Mais Seonogun continua d'avancer et ne tint pas compte des ordres de Seonmi. Soudain, il ressentit une violente douleur au cœur, puis cracha une gorgée de sang. Il semblait gravement blessé. Seonmi et Seonogun furent tous deux choqués. Serait-il possible que la prophétie soit vraie? Seonogun mourrait-il vraiment des mains du moine Tang? Seonmi était en larmes et voulait monter pour lui demander. Mais Seonogun avait déjà disparu. Les deux lâches terrifiés se précipitèrent en bas et découvrirent que Buja avait disparu. Ils furent encore plus effrayés, se demandant où était passé le corps de Buja. Cependant, Huichol ne fut pas surpris en apprenant que Seonogun était blessé. Il savait depuis longtemps que seul Seonmi pouvait blesser Seonogun dans ce monde. Seonogun ramena Buja à sa résidence et l'aida à soigner ses blessures. Curieuse, Buja observa la grotte de la chimère aquatique et demanda des nouvelles de Seonmi. Seonogun soupira. Seonmi a dû être très effrayé aussi. Buja avait appris des deux salauds que son vrai nom était Sera. Buja ne blâmait personne pour sa mort. Elle était même heureuse de révéler son vrai nom à Pekka. Voyant Buja si heureuse et optimiste, Seonogun se réjouit pour elle. Buja voulait être incinérée plus tard dans la grotte de la grimace aquatique. Seonogun accepta sa demande. De son côté, Pekka était très inquiet pour la sécurité de Buja. Tout le monde ne pouvait que le réconforter en lui disant que les zombies ne meurent pas si facilement, à moins d'être brûlés par un feu à haute température. Pekka descendit au garage inquiet. La voix et le sourire de Buja apparurent dans son esprit. Dès qu'il démarra la voiture, Pekka découvrit soudainement Buja debout devant la voiture. Il sortit immédiatement de la voiture et courut pour embrasser Buja. À ce moment-là, les deux salauds rendaient compte de la situation à Daesung. Ils ont dit que Buja était morte à nouveau, mais que le corps avait mystérieusement disparu. Buja a joyeusement dit à Pekka que son vrai nom était Sera. La joie fut de courte durée car Buja a reçu un appel mystérieux. Daesung a appelé et voulait rencontrer Buja.
Buja a accepté sans hésitation. Après la rencontre, elle a voulu savoir où était sa mère. Daesung était très rusé. Il a désigné le conteneur en disant que sa mère était à l'intérieur. Buja s'est lentement approché et a trouvé un cercueil à l'intérieur. Puis la porte s'est refermée. Il s'est avéré que Daesung voulait jeter le cercueil et Buja à la mer. Buja a frappé à la porte, mais elle n'a pas bougé. Elle a senti l'appel du cercueil. Un instant plus tard, Buja s'est transformée en une femme en capuchon noir et a brutalement tué les deux salauds. Daesung étant parti tôt, il a pu s'échapper. En fait, le monstre qui possédait le corps de Buja était la créature féminine Asanyo, scellée dans un arbre millénaire. Asanyo était autrefois une déesse qui aidait le roi, mais elle a été scellée pendant 1000 ans. Elle pouvait contrôler l'esprit des gens, il ne fallait donc pas la sous-estimer. Asanyo possédait également le pouvoir d'éveiller le dragon, le roi de la création. La moindre négligence de sa part aurait causé le chaos dans le monde. Wishul et les autres avaient remarqué l'éveil d'Asanyo, mais ils ignoraient qu'elle avait pris possession du corps de Buja. Elle commençait à réfléchir à une manière de boire le sang de Sunmi. Ne serait-ce qu'une goutte augmenterait son pouvoir. Elle utilisa le corps de Buja pour retourner chez Wichul. Elle fut rapidement découverte par Wichul et Sanogang, mais elle était après tout une déesse puissante, contrairement aux autres démons difficiles à maîtriser. Elle envoya ensuite un bouquet de fleurs anonymes. Les pétales se transformèrent instantanément en lames pour prélever le sang de Sunmi. Heureusement, Sanogang arriva à temps et jeta le bouquet de fleurs, mais Asanyo ne renonça pas pour autant. Elle s'approcha de Sunmi à plusieurs reprises voulant s'emparer de son corps pour devenir la nouvelle maîtresse de Sanogang. Heureusement, Sanogang apparut à temps et stoppa les agissements d'Asanyo. Puis, il la ramena à la grotte de la cascade. Son identité ayant été révélée, Asanyo ne le cacha plus. Elle admit franchement vouloir prendre possession du corps de Tanmun, puis s'emparer de Sanogang. Après avoir dit cela, elle souffla sur le pétale de fleurs, faisant immédiatement tomber Sanogang dans le piège. Il perdit toute raison et fut contrôlé par elle. Elle se préparait à faire de Sanogang sa propriété. Il s'avéra qu'Asanyo avait été trahi par le passé. Elle avait le pouvoir d'invoquer des dragons, mais le roi ne lui tint pas sa promesse et l'emprisonna même. Alors maintenant, elle voulait simplement trouver un partenaire digne de confiance. Alors, Asanyo retira la couronne d'or de la main de Sanogang. Elle était très excitée, mais ne savait pas que Sanogang devant elle n'était qu'un clone de Sanogang. Le véritable Sanogang était parti depuis longtemps. Wichul révéla aussi à Sunmi la vérité, Buja était maintenant en grand danger. Elle avait été possédée par un démon féminin. Sunmi fut extrêmement surprise et inquiète. Heureusement, Sanogang revint sain et sauf. Il annonça également à tous qu'Asanyo voulait achever le mariage inachevé. Ce n'est qu'alors que la haine d'Asanyo pourrait être apaisée. Mais le problème est qu'Asanyo cible désormais Sanogang. Quoi qu'il arrive, Sanogang est déterminé à protéger Sunmi, même s'il devait mourir de ses mains. Asanyo est un personnage dangereux. Elle ne peut donc pas être laissée libre de circuler dans le monde humain. Après réflexion, Sunmi décida de laisser Sanogang et Asanyo se marier officiellement. Inattendument, Sanogang fit sa demande à Sunmi, jurant qu'il ne le regretterait jamais de sa vie. Cela toucha beaucoup Sunmi. C'est Daesung qui a éliminé Buja. Il découvrit que le cercueil et Buja avaient disparu. Il enquêta donc pour voir ce qui était caché à l'intérieur du cercueil. Il n'avait pas peur du tout, mais il trouva cela très intéressant. En même temps, Asanyo rencontra deux pervers sur la route. Elle profita de cette occasion pour dévorer ces deux personnes, mais leur sang ne suffisait pas à Asanyo pour récupérer complètement ses forces. Elle pensa soudainement à attaquer Wichul en premier, puis à s'emparer du corps du moine Tong. Wichul regardait actuellement le portrait de la princesse Fairyventai et versait des larmes. Car dans cette vie, le destin de la princesse Fairyventai était également très difficile. À cause de la pluie, elle ne pouvait pas aller chercher son enfant, et l'enfant a été assassiné par une étudiante. Wichul ne supportait pas de voir la personne qu'il aimait souffrir ainsi. Il voulait aider la princesse Fervent à échapper à cette souffrance rapidement, mais c'était tout ce que la princesse Fervent devait endurer. Il y a de nombreuses années, elle était une fée nommée Chan. Afin de sauver son enfant, elle avait eu le cœur de prendre les âmes d'enfants ordinaires. Par conséquent, elle fut bannie du ciel et ne put jamais avoir une vie heureuse. Wichul voulait vraiment libérer la princesse Fervent, mais une fois impliquée, la personne qu'il aimait souffrirait encore plus. Asanyo était très intéressée par cette affaire, alors elle voulait conclure un marché avec Wichul. Elle aiderait la princesse Fervent en son nom. Asanyo est allée voir le général Dong. Elle était la bienfaitrice de la sœur cadette du général Dong. La Fexia était autrefois la plus belle personne des cieux. Mais ensuite, suite à un accident, son âme s'est dissipée, et finalement, il ne restait qu'un fragment de son âme. Finalement, Asanyo s'en est emparée et l'a placé dans le corps du général Dong. Dès lors, la Fexia ne pouvait vivre que grâce au corps de son frère. De ce fait, le général Dong devait une faveur à Asanyo. C'est pourquoi Asanyo voulait que le général Dong l'aide à retrouver l'encensoir qu'elle utilisait il y a des milliers d'années. Le général Dong l'a aidé à trouver l'encensoir, mais il n'a jamais imaginé qu'Asanyo avait l'intention d'y mettre le sang de Tangmeng. Sur les images, où les deux personnes ont volé l'encensoir au musée, tous deux ont été filmés par la caméra. Plus tard, cette vidéo a été récupérée par Daesung. Il a été très surpris de voir le miroir de Bujwa à l'intérieur. Pekka a aidé à retrouver la mère de Bujwa, même si Bujwa était possédée par Asanyo. Mais en voyant Pekka, son cœur a tout de même accéléré. Bujwa s'est immédiatement relevé et a repris le contrôle de son esprit. Wichul se préparait à remplacer la princesse Fairyventai pour porter les 409 prochaines réincarnations. Cette fois, l'aide d'Asanyo était nécessaire. Alors Asanyo a naturellement apporté l'encensoir pour attirer Wichul afin qu'il y verse le sang de Tangmeng.
Dès que Huichul serait trompé, le sang d'Asanyo se mélangerait à celui de Sunmi. À ce moment-là, Asanyo pourrait prendre possession du corps de Tongmeng et épouser Sun Wukong. Sun Wukong a reçu la nouvelle et s'est immédiatement précipité sur les lieux pour empêcher Asanyo de verser son sang, puis la traîner dehors. Sun Wukong a constaté que le pouvoir magique de Tongmeng était supérieur à celui d'Asanyo. Tongmeng pouvait aussi faire cela, aider la personne aimée par Huichul à échapper aux souffrances de la réincarnation. C'est ainsi que Huichul a commencé à ressentir une grande douleur au cœur. Le poison lui a aveuglé les yeux. Il était extrêmement désespéré lorsqu'il ne pouvait plus rien voir. Maintenant, si seulement la sœur cadette du général Dong, la Feixia, pouvait sortir, alors les yeux de Huichul pourraient être guéris. Asanyo profita de cette occasion pour ordonner au général Dong de lui voler l'encensoir. À l'intérieur de l'encensoir se trouvait le sang de Tongmeng. Si elle ajoutait plus de son sang, elle pourrait s'emparer du corps de Tongmeng. Le général Dong était dans une situation difficile. Pendant ce temps, l'assistant Ji Yong, bravant un long voyage, traversa la rudesse de l'Himalaya et rapporta une herbe médicinale pour aider Huichul à guérir ses yeux. À ce moment-là, la Feixia arriva. Sun Wukong a fait l'éloge de la beauté de la Feixia. Cela rendit Sunmi jalouse. Sun Wukong la rattrapa précipitamment et serra Sunmi dans ses bras, lui assurant qu'il n'aimerait qu'elle pour toujours. Après ces mots, Sunmi entendit le son d'une cloche. Elle était très heureuse et pensa que c'était le son d'une cloche symbolisant l'amour. Mais en réalité, c'était le son d'une cloche symbolisant le destin. Ce soir-là, après que la Feixia se fut endormie, le général Dong reprit le contrôle de son corps et commença à planifier le vol de l'encensoir. Après avoir réussi à prendre l'encensoir, Asanyo y fit couler son propre sang. Ensuite, leurs âmes, celle de Sunmi et la sienne, pourraient s'échanger. À ce moment-là, Sunmi dormait profondément. Et dans son sommeil, elle fit soudainement un rêve. Elle rêva qu'elle vivait les événements d'Asanyo. Il y a des milliers d'années, Asanyo était une puissante sainte. Alors que son mariage avec le roi était sur le point d'avoir lieu, elle s'apprêtait même à invoquer un dragon pendant la cérémonie pour le roi. Après s'être réveillée de son rêve, Sunmi était stupéfaite. Elle n'avait aucune idée que son âme et celle d'Asanyo s'échangeaient progressivement. Si le brûle-encens continuait de brûler, Asanyo aurait pu prendre complètement possession du corps de Sunmi. Asanyo prit l'initiative d'aller chez Huichul et fit semblant d'être une personne très gentille. Elle supplia Huichul et Sun Wukong de brûler le corps de Baju. En fait, Asanyo était une personne extrêmement intelligente. Lorsque son âme aurait complètement pris possession du corps de Sunmi, elle brûlerait le corps de Buja. Ce fut un succès complet, et le corps de Sunmi commença également à ressentir des anomalies. Elle découvrit qu'elle pouvait prédire l'avenir. Elle prédit des catastrophes et des accidents, mais Sun Wukong trouvait que ce don soudain n'était pas du tout bon. Il devait être causé par un démon. Sunmi s'en fichait un peu, car c'était utile de toute façon. La nuit, alors que la Feixia aidait Huichul à se soigner, elle découvrit une égratignure sur la boîte à encensoir. Elle l'ouvrit donc. Elle découvrit que son frère avait pris l'encensoir et elle fut très surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que son frère aide les méchants. Cependant, Sun Wukong et les autres ne s'en sont absolument pas aperçus. Sun Wukong attendait avec impatience le mariage avec Sunmi. PK a accidentellement vu Asanyo parler au général Dong et il a senti l'odeur de l'encensoir. Mais Asanyo était très rusée. Elle a utilisé l'apparence de Buja pour tromper PK. Puis Asanyo est allé à l'école de Daesung. Daesung a eu très peur en voyant le visage de Buja, mais il est resté calme et a continué à enseigner. De l'autre côté, Sunmi a continué à rêver. Dans son rêve, elle portait une robe de mariée rouge, se préparant à se marier. Mais elle a vu un cercueil. La servante à ses côtés lui a froidement dit que ce serait l'endroit par lequel elle entrerait. Sunmi s'est réveillée en sursaut. En fait, les souvenirs d'Asanyo avaient progressivement envahi son cerveau. À ce moment-là, l'assistant de Huichul a découvert que l'encensoir avait disparu. Tout le monde a été choqué. Il était possible que le général Dong l'ait emporté. À ce moment-là, Asanyo a commencé à mettre son plan à exécution. Elle a emporté l'âme de Sunmi et lui a dit que la cloche de l'amour était en réalité la cloche de la mort. L'une des deux devait mourir. Bien que Sunmi ne souhaitait pas se coucher dans le cercueil, elle ne voulait pas non plus voir Sun Wukong mourir à cause d'elle. Elle décida donc de s'allonger dans le cercueil et d'accepter son destin de dormir pendant 1000 ans sans appeler Sun Wukong. Asanyo a également été très chanceuse. Elle s'est réveillée dans le corps de Sunmi. Elle a réussi à s'emparer du corps de Sunmi. Asanyo s'est lentement assise, extrêmement satisfaite, car elle pouvait vivre avec une nouvelle identité et épouser Sun Wukong sous le nom de Sunmi. Inopinément, Sun Wukong savait déjà qu'Asanyo avait pris possession du corps de Sunmi. Mais pour empêcher Asanyo de s'enfuir, Sun Wukong ne pouvait faire semblant de ne rien savoir. Asanyo voulait avoir des relations sexuelles avec Sun Wukong, mais celui-ci essayait de l'éviter. Il se sentait à la fois inquiet et impuissant. À cet instant, le brûle-parfum d'Asanyo émit une étrange lumière bleue. Le général Dong regarda le brûle-parfum et se souvint de ce qu'Asanyo avait dit. Lorsque la lumière bleue apparaissait, il devait immédiatement briser le brûle-parfum, sans quoi l'âme de Sunmi ne pourrait pas retourner dans son corps. Le général Dong hésitait, ne sachant que faire. Le groupe de Huichol cherchait également le général Dong partout. Il devait récupérer rapidement l'encensoir. Asanyo ne l'a pas accepté. Elle est restée chez Huichol pour discuter du mariage. Ce soir, elle voulait aussi coucher avec Sun Wukong. Daesik, Huichol, PK et tous savaient très bien que la Sunmi qui se trouvait devant eux était Asanyo déguisée. Ils ont uni leurs forces pour importuner Asanyo afin qu'elle et Sun Wukong n'aient aucune chance d'être seules. Mais Asanyo était une déesse dotée d'un pouvoir millénaire. Comment les ruses du groupe de Sun Wukong pourraient-elles la tromper? Asanyo n'avait aucune peur. Elle regarda froidement Sun Wukong, puis brisa sa coupe à vin et la porta à sa joue. Elle sourit sinistrement et dit que si Sun Wukong ne se soumettait pas,
elle blesserait Sunmi. Au pire, elle mourrait avec Sunmi. Sanok n'osa rien faire. Il ne pouvait qu'obéir à Asanyo. Asanyo prit le contrôle de la vie de Sunmi avec succès. Son style vestimentaire est très différent de celui de Sunmi. Elle aime les vêtements colorés et voyants. Elle est allée spécialement au centre commercial pour les choisir. Asanyo a choisi des vêtements voyants et coûteux, demandant même au personnel de jeter ses vieux vêtements. Puis elle a utilisé sa magie de contrôle mental sur la vendeuse. Elle n'a pas eu besoin de payer et est partie. Mais Sonogang a vu clair dans son plan, alors il a dissipé la magie d'Asanyo. Maintenant, elle ne pouvait que remettre ses vieux vêtements et partir honteuse. Asanyo savait que Sonogang avait usé d'un stratagème, aussi le chercha-t-elle en colère pour lui parler. Sonogang la regarda avec mépris et ne respectait pas Asanyo. Mais Asanyo était extrêmement confiante. Elle était sûre de pouvoir faire tomber Sonogang amoureux d'elle afin qu'il l'épouse de son plein gré. Bien sûr, Sonogang ne laisserait pas Asanyo obtenir ce qu'elle voulait. Ce plan ayant échoué, il en conçut un autre. Il appela simplement les parents de Sunmi pour leur demander de l'argent. Même Jonathan, qui avait quitté la Corée, revint pour les féliciter. Asanyo, voyant tant de parents réunis, perdait pied face à la difficulté du travail. Elle se sentait extrêmement déprimée. Elle ne s'attendait pas à ce que la vie des mortels soit si dure. D'un autre côté, Sonogang voulait trouver rapidement Jenerak Dong. Il n'y avait pas d'autre solution. Il ne pouvait que recourir à la magie pour faire sortir la fée Shia. En fait, la fée Shia, à l'intérieur du corps de son frère, voulait aussi tenter sa chance. Elle ne voulait pas voir son frère commettre des erreurs. Elle espérait qu'il puisse redevenir un homme bon, alors la fée Shia quitta résolument le corps du général Dong. Elle était prête à donner sa vie pour réveiller son frère. Le général Dong regarda la fée Shia avec un immense chagrin. Il ne pouvait que regarder sa sœur partir. La fée Shia s'en alla. Le contrat entre le général Dong et Asanyo disparut également. Sonogang récupéra l'encensoir. La fée Shia donna aussi ses yeux à Wichul. Le général Dong a dit à Sonogang que tant qu'il briserait les rêves de Sunmi et d'Asanyo, il pourrait retourner là où ils appartenaient. Sonogang a donc mélangé des somnifères dans de l'eau et a forcé Asanyo à l'embrasser, la faisant s'endormir. Wichul était chargé de s'occuper d'Asanyo pendant que Sonogang cherchait Sunmi. Grâce à la coopération de tous, Sunmi a été sauvée. Wichul est apparue et a vu Asanyo sur le point d'entrer dans le cercueil. Elle a paniqué et lui a dit que l'enfant de la princesse Fairvant était toujours en vie. Wichul était très surpris. Asanyo a expliqué que Sonogang avait épuisé trop d'énergie et qu'il commençait donc à tomber dans un profond sommeil. À ce moment-là, il fit un rêve où une femme en blanc tenait un bébé. La femme dit que le bébé était la réincarnation du moine Tang et espéra que Sonogang protégerait bien le bébé. Il ne pouvait absolument pas l'abandonner. Sonogang était naïf et ne comprenait pas ce que la femme voulait dire. Après s'être réveillé de son rêve, il vit Sunmi essayer d'enlever le diadème d'or, alors il la força immédiatement au sol pour l'en empêcher. Les deux se disputèrent à nouveau, ce qui causa la rupture d'une bouteille en verre à proximité. Sunmi fut surprise de découvrir qu'elle avait maintenant le pouvoir de briser du verre. Il semblait que le pouvoir d'Asanyo était toujours en elle. Pendant que Sonogang rêvait, une grue se trouvait effectivement devant la grotte du rideau d'eau. Sonogang murmurait pour lui-même « Serait-ce que la femme en blanc est cette grue ?» Ce qui était encore plus surprenant, c'est que la grue a également apporté un bébé et l'a déposé dans la grotte du rideau d'eau. Sonogang n'a eu d'autre choix que de confier le bébé à Wichul pour qu'il en prenne soin. En regardant l'adresse écrite sur la couverture du bébé, Sonogang a serré l'enfant dans ses bras. Lui et Sunmi se sont rendus à cette adresse pour se renseigner. La femme souriante était exactement la grue du rêve. Elle regarda Sunmi avec affection, le visage rempli d'amour. Il s'est avéré que l'enfant que la grue blanche tenait dans le rêve était Sunmi, né il y a 20 ans. Le destin de Sunmi était scellé dès sa naissance, être à jamais le moine Tang. La grue blanche a dit aux deux que, après la naissance de Sunmi, toutes les maladies incurables avaient soudainement disparu. Cela signifiait que Sunmi était né pour sauver les autres. Sunmi a été profondément émue en entendant ces mots. Elle avait toujours pensé qu'elle était très malchanceuse et ne s'attendait pas à pouvoir sauver des gens. C'était vraiment une très bonne chose. Mais Sonogang doutait toujours de l'identité de la grue blanche, alors il est retourné secrètement pour se renseigner sur sa véritable identité. La grue blanche le regarda droit dans les yeux. Il s'avéra qu'avant que le monde ne soit en chaos, les cieux n'avaient pas seulement permis aux moines de descendre sur terre. Avant cela, la grue blanche était celle qui suivait et protégeait Tangmonk. La grue blanche dit à Sonogang qu'un démon apparaîtrait bientôt dans le corps de Sunmi. À ce moment-là, pour protéger le monde, Sonogang transpercerait Sunmi de son épée afin qu'elle meure avec le démon. Tel était le destin de Tangmonk. La grue blanche supplia Sonogang que si ce jour arrivait, il tue Sunmi car la grue blanche avait beaucoup aimé Tangmonk auparavant. Elle ne voulait pas être seule en ce monde. Asanyo est allé chez Daesun. Daesun était très intéressé par elle et voulait tester ses capacités. Asanyo a personnellement tué quelqu'un chez Daesun pour prouver son mystère. Daesun sourit sinistrement. Il voulait utiliser le pouvoir d'Asanyo pour l'aider à devenir célèbre et à entrer en politique. Maintenant, Asanyo avait assez confiance en elle, alors elle est allée trouver Sonogang. Elle a dit qu'elle n'abandonnerait jamais. Sonogang la regarda avec dédain. À l'origine, il n'éprouvait aucun sentiment pour Asanyo. Mais cette Asanyo était vraiment dangereuse. Elle a révélé un secret à Wichol. Son enfant avec la princesse Fer de Lance n'était pas mort. C'est juste que l'enfant était utilisé par le ciel. Wichol était extrêmement en colère. Pour découvrir la vérité, il ne pouvait que protéger Asanyo. Peu de temps après, Daesun a réussi à entrer dans le monde politique. Avec l'aide d'Asanyo, il est devenu une personnalité célèbre. Cependant, il voulait profiter de cette situation pour devenir roi.
Asanyo lui dit que s'il possédait le pouvoir de Sunmi, il pourrait devenir roi. Alors Asanyo a planifié la rencontre entre Daesung et Sunmi. Lors de leur rencontre, des nuages noirs se sont soudainement rassemblés et des tonnerres et des éclairs se sont succédés. Sous ses yeux apparut la scène de la fin du monde. Sunmi tourna la tête pour regarder Daesung avec peur. C'était lui qui allait devenir le démon et détruire le monde. À ce moment-là, le propriétaire de l'épicerie rapporta une épée divine du ciel, celle qu'avait utilisée Sun Ogong pour tuer Sunmi. Sun Ogong a récupéré l'épée divine à toute vitesse. Il a également tenu sa promesse de laisser la grue blanche quitter ce monde seul avec l'épée divine. Puis Sun Ogong a planté l'épée divine dans la crevasse de la roche pour lancer un sort et la recouvrir de terre. Il espérait que l'épée divine disparaîtrait de ce monde. Sunmi a immédiatement réalisé que le monde était sur le point d'être détruit. Elle a senti qu'un puissant démon allait apparaître. Alors elle l'a dit à Huichol. Huichol ne s'inquiétait pas car il le savait depuis longtemps. Un étrange phénomène apparut dans le ciel, prouvant que Sunmi était sur le point d'accomplir sa mission de sauver le monde. Pendant que les deux discutaient, Sunmi entrevit à nouveau le futur. Elle vit Huichol agenouillé par terre, pleurant misérablement comme s'il souffrait de la mort de quelqu'un. Sunmi fut très surprise, ne sachant pas ce que ces choses étaient. Sunmi se rappela sa rencontre avec Daesung. À ce moment-là, tout son corps était glacé. Elle avait un très mauvais pressentiment. Tout était vraiment orchestré par le destin. Sunmi serait le sacrifice pour porter tous les démons. À ce moment-là, le diadème d'or de Sun Ogong se dissoudrait. Du moment qu'il tuerait Sunmi, tout retournerait à la normale. De l'autre côté, Asunyo et Daesun élaboraient un plan sinistre. Ils ont trouvé le corps d'un jeune homme non réclamé. Puis, ils ont placé le corps dans un cercueil, recouvert de terre, et versé du sang de buffle dessus. Très rapidement, les doigts du corps ont commencé à bouger. Asunyo sourit avec suffisance. Elle s'apprêtait à ranimer ce jeune homme, puis à le faire passer pour le fils de Huichol. Le but était d'empêcher l'apocalypse, d'empêcher les mauvais esprits de faire le mal. Sun Ogong décida d'entrer dans le monde humain. Daesik et la compagnie donnèrent à Sun Ogong un titre officiel afin qu'il puisse devenir le véritable propriétaire du groupe Emson. Cela causa une vive discussion dans le monde des affaires. Personne ne s'attendait à ce que le célèbre groupe Emson ait des personnes aussi talentueuses. Afin de créer une influence encore plus grande, Sun Ogong acheta le plus haut bâtiment à un prix de marché extrêmement élevé. Très rapidement, Sun Ogong devint une personnalité célèbre dans le monde des affaires. Bien sûr, la renommée de Sun Ogong a également attiré l'attention de Daesun. Lui aussi s'est préparé à rencontrer ce talentueux personnage. Asunyo s'est rendu à l'hôpital pour accompagner la mère de Buja. Pekka a lui aussi ressenti un soulagement, mais il savait très bien que Buja ne reviendrait jamais. Asunyo était très douée pour envoûter les gens. Elle a joué la comédie, se lamentant et suppliant Pekka de placer une pierre spirituelle à côté de Huichul, car elle avait besoin de sa pierre spirituelle. Au début, Pekka n'était pas d'accord, mais Asunyo a promis de ramener Buja. Alors Pekka a fait un compromis. Depuis que Pekka a placé une pierre spirituelle à côté de Huichul, il a fait des cauchemars où il tuait des gens. Et la pierre spirituelle de Huichul a été prise par Asunyo et placée dans le corps du jeune homme afin qu'il puisse revenir à la vie et devenir un véritable monstre. Le ciel a également rapidement réalisé que, dans le monde humain, un démon était apparu qui aspirait les âmes humaines. Même Huichul ne savait pas que c'était causé par sa pierre spirituelle. Sadogong a acheté de la barbe à papa pour rencontrer Sunmi. Il a ouvertement exhibé sa richesse pour attirer la personne qui allait devenir un démon. Soudain, Sunmi a vu le futur. Elle a vu Daesung et Asunyo dans une terre désolée quelque part. Il semblait qu'ils s'apprêtaient à effectuer un rituel mystérieux. Sunmi a compris que Daesung n'était pas une bonne personne. Simultanément, elle a aussi entendu parler de démons qui sucent l'âme des gens. Pour attirer le démon, Sunmi a risqué sa vie en se coupant la main. L'odeur du sang a attiré le corps du jeune homme. Huichul avait déjà tendu une embuscade prêt à capturer le démon. Mais il s'est rendu compte que cette personne avait son aura. Huichul était extrêmement surpris. Huichul pensa que le jeune homme devant lui était son fils, il hésita donc à agir. Au moment crucial, Sadogong apparut à temps, faisant disparaître le jeune homme avant de crier fort à Huichul pour le calmer. C'était un piège d'Asunyo. Huichul, obsédé par la recherche de son fils, alla trouver Subori pour extérioriser sa colère et faillit la blesser. Heureusement, l'assistante Ji-young a couru pour aider Subori à temps, mais à cause de cela, elle mourut sous les coups de Huichul. Cette scène était exactement comme celle vue par Sunmi. Huichul s'agenouilla et pleura misérablement. Subori, craignant que Huichul ne perde le contrôle, lui dit que son fils était encore en vie. Cependant, ce n'était qu'une mise en scène de Huichul et de son assistante. Le but était d'amadouer Subori pour qu'elle dise la vérité. Le statut de Daesun ne cessait de croître. En fait, il cachait aussi un secret. La famille de Daesun avait une tradition de proximité avec le Japon. Si cela était révélé, sa carrière serait ruinée. Alors Daesun, avec l'aide d'Asunyo, a éliminé tous ceux qui se dressaient sur son chemin. Cependant, un jour, il a rencontré accidentellement les personnes qu'il avait éliminées. Cela a extrêmement effrayé Daesun. Sun Ogong vint trouver Daesun et lui dit « Je t'aiderai à devenir roi ». Daesun fut très surpris. En réalité, Sun Ogong savait déjà que Asunyo allait invoquer le dragon noir, le démon qui allait venir dans ce monde. Si le dragon noir prenait le méchant comme maître et venait dans le monde humain, l'apocalypse que Sunmi avait vue se réaliserait. Daesun était une personne cruelle et mauvaise. Sun Ogong avait un plan. Lorsque le dragon noir entrerait dans le corps de Daesun, il trouverait une chance de détruire le démon. Huichul avait peur du pouvoir extrêmement fort du dragon. S'il l'affrontait directement, il ne ferait que mourir. Car il y a de nombreuses années, Huichul avait combattu le dragon noir, mais il avait été vaincu par lui. C'est donc devenu une obsession pour lui.
Ce soir-là, Sunmi a appelé Sun Wukong. Sunmi lui a fait des demandes extrêmement déraisonnables. Elle lui a dit de placer ce cristal dans le ciel nocturne. Sunmi a également dit à Sun Wukong d'empiler les anguilles en montagne. Entendant ces paroles déraisonnables, Sun Wukong ne savait que dire. Sunmi cesse progressivement enivrée. Elle craignait la fin du monde, craignait que Sun Wukong ne soit blessé. Elle était donc extrêmement conflictuelle et misérable. Depuis que Huichul a appris que Sun Wukong allait affronter le dragon noir, il a commencé à s'inquiéter pour sa sécurité. Bien qu'il soit son ennemi et qu'il se dispute à chaque rencontre. Mais sans Sun Wukong à ses côtés, Huichul trouvait cette maison extrêmement triste. Afin de coopérer avec Sun Wukong, Huichul a également acheté un diadème d'or. S'il désobéissait aux ordres, il aurait un énorme mal de tête. Huichul a demandé à son assistante Ji-young de le lui mettre, mais elle n'a pas obéi. Elle avait mal à la tête, criait et suppliait. Voyant cela, Ji-young a rapidement enlevé le bracelet en or. Mais étrangement, le diadème d'or n'a eu aucun effet sur l'assistante Ji-young et est même tombé tout seul. Quoi qu'il en soit, elle était absolument loyale à Huichul. Huichul était furieux, pensant avoir acheté une contrefaçon. Sunmi a découvert que les opposants politiques de Dai mouraient les uns après les autres. Elle savait qu'A Sanyo et Daesung devaient être les coupables, alors elle a voulu leur demander d'arrêter. Mais A Sanyo n'a pas pris Sunmi au sérieux. Sunmi lui a saisi le bras et a immédiatement vu les souvenirs de Buja. Inopinément, celui qui a poignardé Buja à mort était Daesung. Sunmi était furieuse en apprenant la vérité. Elle ne pouvait pas laisser Daesung continuer à faire le mal. Le général Dong a annoncé à tous qu'A Sanyo avait besoin d'un conducteur pour invoquer le dragon noir. C'était comme sonner le glas du monde. L'épée pouvait régner sur le monde. Un groupe de personnes vénérait le roi, et Daesung a récemment organisé une fête pour célébrer le 100e anniversaire de la fondation coréenne. Lors de la cérémonie, le maître de cérémonie a présenté Daesung. Il était si arrogant, persuadé qu'il deviendrait forcément roi. Mais soudain, les médias ont révélé que la famille de Daesung entretenait des liens étroits avec le Japon. Daesung était furieux, et Sunmi a rapidement vu les nouvelles. Elle a vaguement senti que cette affaire était liée à Sun Wukong, alors elle a interrogé Huichul. Huichul n'a répondu que de façon vague. Mais dès que Sunmi a annoncé à tous que le meurtrier de Buja était Daesung, tout le monde a été surpris. Sunmi a prévu d'aller capturer le démon elle-même. Huichul n'a pu que la laisser assister à la fête anniversaire de Daesung. Sunmi a rencontré Sun Wukong à la fête. Elle lui a dit la vérité. Daesung avait tué Buja, et Ah Sunyo était allée à l'hôpital rendre visite à la mère de Buja. Mais lorsque Ah Sunyo a appris que la mère de Buja était décédée, elle s'est simplement retournée et est partie. À ce moment-là, Ah Sunyo a rencontré PK par hasard. Elle n'a pu s'empêcher de pleurer, PK. l'a prise dans ses bras et l'a réconfortée. PK. Voulait connaître le passé d'Ah Sunyo et espérait qu'elle changerait son mode de vie pour bien protéger le corps de Buja. En réalité, Ah Sunyo était à l'origine une déesse capable d'invoquer des dragons. Mais maintenant, elle est devenue un démon. C'est pourquoi elle a été attirée par une personne maléfique comme Daesung. Ah Sunyo a perdu la capacité d'invoquer des objets sacrés, elle ne pouvait donc invoquer que le dragon noir. D'un autre côté, Huichul ne comprenait pas pourquoi l'assistante Ji-young avait pu retirer facilement le diadème d'or. Il réfléchit longtemps et conclut finalement que Ji-young n'avait aucune intention de résister au diadème d'or dès le début. Elle n'a donc pas été affectée. Cela signifiait aussi que la même chose pouvait s'appliquer au diadème d'or de Sun Wukong. En fait, Sun Wukong avait déjà vaincu le cerceau d'or. Il ne considérait pas son amour pour Sunmi comme une entrave. Il a lui-même retiré le cerceau d'or et a regardé Sunmi de loin avec des yeux amoureux. Sun Wukong était plein de confiance. S'il était capable de vaincre le puissant cerceau d'or, il serait certainement capable de vaincre le dragon noir. Même si la fin du monde approchait, l'amour ne serait jamais perdu. Sunmi et Sun Wukong ont décidé d'exprimer leurs sentiments l'un à l'autre. Les deux ont passé une nuit heureuse ensemble. Sunmi a dit affectueusement qu'elle aimait Sun Wukong. Sun Wukong baissa sa main et écouta attentivement ses aveux. Il souhaitait que le temps s'arrête pour garder ce beau moment à jamais. PK. Savait que Daesung était celui qui avait tué Buja, alors il était en colère et est allé chercher Daesung pour se venger. Huichul craignait que PK ne tue Daesung, alors il est allé rapidement arrêter PK. Daesung savait qu'il avait tort, alors il a fait semblant d'admettre son erreur pour tromper les deux. Maintenant, Huichul n'avait aucune intention de défier Daesung, alors il a arrêté PK et a traîné PK. Dehors, les deux ont rencontré Ah Sanyo accidentellement devant la porte. PK. A reconnu le visage familier devant lui qui n'était plus celui de Buja d'autrefois, et il a eu le cœur brisé. Daesung était très intéressé par Sunmi, alors il est allé à sa compagnie. Sunmi a dit franchement qu'elle avait un pressentiment concernant son pouvoir. Il était celui qui allait détruire ce monde. Daesung affichait un air arrogant, mais son cœur était plein d'ambition. Sunmi remarqua son arrogance et lui demanda immédiatement de partir. Daesung était très en colère contre Sunmi, qu'il jugeait ignorante. Il lui saisit l'épaule. Au moment où ils se touchèrent, une scène terrifiante apparut sous les yeux de Sunmi. Un dragon noir ouvrit ses yeux terrifiants au fond du lac. Sunmi est extrêmement effrayé. Serait-il impossible d'empêcher l'apparition du dragon noir? Daesung a également vu la scène à travers Sunmi. Il voulait invoquer rapidement le dragon noir le plus tôt possible afin de devenir le roi du monde. Les cieux avaient confié une mission à Huichul. Tant qu'il trouverait l'épée que Sun Wukong avait cachée, il lui donnerait un poste de dieu afin qu'il puisse être promu. Huichul ne voulait pas trahir ses amis, mais son désir de devenir un dieu était fort, alors il accepta facilement cette offre. Huichul savait que Sun Wukong la cacherait certainement dans la barrière de la grotte du rideau d'eau dans la montagne des fruits. Alors il alla à l'épicerie pour demander s'il existait.
un moyen de briser la barrière. Inopinément, en arrivant au magasin, Huichul découvrit que Pekka avait acheté un briquet très puissant qui semblait sur le point de brûler quelque chose. Simultanément, Asunyo prit l'initiative de chercher Pekka. Elle découvrit qu'il portait un briquet. Asunyo fut surprise, puis sourit et rétorqua à Pekka que tant qu'elle serait encore dans le corps de Buja, Pekka ne pourrait pas brûler le corps de Buja. Pekka qualifia Asunyo de démon. Entendant le mot démon, Asunyo laissa tomber le briquet au sol, désespéré. Inopinément, sa négligence fit que Pekka fut brûlé. Quand le cheval dragon blanc arriva, elle vit Pekka souffrir dans le feu. Le cœur brisé, elle accourut et serra Pekka dans ses bras. Elle était prête à utiliser son corps pour éteindre le feu. Le cheval dragon blanc était originellement un membre de la tribu de l'eau. Elle a sacrifié sa propre vie pour éteindre l'incendie. Pekka a vu le cheval dragon blanc mourir à cause de lui, alors il a pleuré de douleur. D'un autre côté, Sun Wukong s'était préparé à garder la vallée et était prêt pour la bataille décisive contre le dragon noir. Pour assurer la sécurité de Sunmi, Sun Wukong a demandé au général Dong de l'amener trouver la grue blanche. Cependant, Sunmi ne savait pas que la grue blanche était morte depuis longtemps. En arrivant au village, Sunmi a appris que la grue blanche n'était pas là et que Sun Wukong lui avait caché quelque chose. Alors Sunmi est allée trouver Subori et elle a appris la vérité. Pour sauver le monde, Sunmi était prête à se sacrifier, mais le ciel a décidé d'intervenir pour s'occuper d'Asunyo. À ce moment-là, Asunyo et Daesun avaient commencé le rituel d'invocation du dragon. Seul Asunyo était vu en train de faire couler son propre sang au fond de la rivière. Le ciel changea soudainement. Des nuages noirs se sont rassemblés, le dragon noir allait être réveillé. Sun Wukong vit le dragon noir bouger et craignit que Sunmi ne soit en danger, il voulut donc immédiatement s'y rendre pour l'arrêter. Inopinément, il fut encerclé par des gens du ciel et ne pouvait aller nulle part. Simultanément, Sunmi se rendit à l'endroit où A lançait des sorts. Après tout, elle seule pouvait l'arrêter. Le général Dong repoussa résolument Asunyo. Sunmi reste là, cherchant un moyen de contrer Daesun. Inopinément, Daesun vit Sunmi ruiner son plan, alors il la poignarda de son épée. Le sang de Sunmi coula dans la rivière, et le dragon noir sentit le sang et sortit rapidement de l'eau. Sa puissance était terrifiante, nul ne pouvait y résister. À ce moment-là, Sun Wukong ne put plus le supporter. Il a usé de toute sa force pour échapper au contrôle du ciel. Il a usé de toute sa force pour vaincre le dragon noir. Finalement, il a disparu avec Sunmi. Sun Wukong ramena Sunmi à la grotte de la cascade, mais Sunmi était morte. Il serra son corps dans ses bras et cria de douleur. Cependant, le dragon noir n'était que temporairement repoussé et non mort. Le général Dong était aussi grièvement blessé à cause de son attaque contre le dragon noir. Sun Wukong déposa le corps de Sunmi en lieu sûr et sortit l'épée divine scellée. Il se prépara à trouver le dragon noir pour venger Sunmi. Finalement, Sun Wukong utilisa l'épée divine et le pouvoir de l'anneau d'or pour tuer le dragon noir. Il s'effondra également au sol et s'évanouit. Depuis la mort de Sunmi, Sun Wukong est constamment resté triste. Le monde reste le même. Rien n'a changé. Mais pour Sun Wukong, la personne qui pouvait le faire sourire joyeusement a disparu à jamais. Huichul, voyant que Sun Wukong restait toujours dans la grotte d'eau, trouva immédiatement quelques enfants turbulents. Il espérait qu'il pourrait rendre Sun Wukong heureux à nouveau afin qu'il puisse retourner dans le monde humain. Mais Sun Wukong refusait toujours de sortir. Personne ne pouvait le convaincre. Sabori et Huichul discutèrent ensemble. Lorsque Sun Wukong a combattu le dragon noir, ses os ont été presque tous broyés par le dragon noir. Ses souvenirs de Sunmi ont également été brisés. Mais grâce au diadème d'or attaché à son cœur, il a été protégé intact. C'est pourquoi la vie de Sun Wukong a été épargnée. C'était vraiment miraculeux. Si rien ne s'était mal passé, Sun Wukong aurait déjà pu retourner au monde céleste. Mais dans son état actuel, il lui serait difficile de retourner au monde céleste. Peut-être causerait-il plus de problèmes. Alors Sabori a pris une décision très audacieuse, laisser Sunmi retourner dans le monde humain pendant une journée pour retirer le diadème d'or de Sun Wukong. Comme ça, l'âme de Sunmi est allée à la grotte de la cascade pour rencontrer Sun Wukong. Mais Sun Wukong ne la reconnaissait plus. Sunmi regarda le visage familier devant elle. Ses émotions étaient extrêmement complexes. Elle se prépara à retirer le diadème d'or de Sun Wukong. Mais Sun Wukong ne crut pas ce que Sunmi dit. Il pensa que les cieux voulaient lui jouer un tour encore une fois. En fait, la dernière fois, Sun Wukong avait lui-même retiré le diadème d'or, puis il l'avait remis. Par conséquent, le propriétaire du diadème d'or était devenu Sun Wukong lui-même. Lui seul pouvait le surmonter. Seulement lorsqu'il ne souffrirait plus, pourrait-il retirer le diadème d'or. Mais à part Huichul et Sun Wukong, qui avaient perdu la mémoire, personne ne connaissait ce secret. De l'autre côté, le dragon de Jade étant mort, Alice est également revenue à la normale. Elle a perdu la mémoire et ne se souvenait plus de ce qui s'était passé. Asanyo était toujours dans le corps de Buja, mais comme Sunmi est morte, le corps de Buja s'est progressivement décomposé. Le pouvoir divin d'Asanyo a également disparu. La déesse autrefois glorieuse était devenue un démon. Asanyo est allé tristement trouver Pekka et a espéré qu'il brûlerait ce corps. Sur le lit d'hôpital, Asanyo a dit à Pekka que Buja avait un jour dit qu'elle l'aimait vraiment. Finalement, les corps d'Asanyo et de Buja ont été entièrement brûlés. Pekka était extrêmement désemparé. Daesung a également dû payer pour ses crimes. Ses complices l'ont trahi, l'ont enfermé dans un cercueil et l'ont jeté à la mer. Quant à Sunmi, elle a essayé d'expliquer à Sun Wukong et espérait qu'il croirait qu'elle était la propriétaire du diadème d'or. Pour prouver cela, Sunmi a embrassé Sun Wukong. La scène familière a fait remonter des souvenirs dans l'esprit de Sun Wukong. Mais il ne pouvait toujours pas être sûr. Mais au moins, il était disposé à quitter la grotte du rideau d'eau et à aller chez Shul. Il connaissait très bien la disposition de la maison. Quand Huichul rentra du travail et vit le manteau de Sun Wukong, il fut à la fois surpris et heureux.
Wee-chul n'arrêtait pas d'encourager Sun Ogong à reconstituer ses souvenirs éparpillés. Il devait retrouver son ancien moi. Sun Mi retourna à la société et vit son assistante faire ses cartons, la regrettant tristement. Sun Mi apparut accidentellement et fit s'évanouir son assistante de peur. Sun Mi se sentit extrêmement coupable. Finalement, Sun Mi demanda à Wee-chul de remettre sa société à son assistante et espéra qu'il la gérerait bien et vivrait une vie décente. Sun Ogong s'est rendu chez Sun Mi. De vieux souvenirs ont soudainement envahi son esprit. Ce n'est qu'alors qu'il a cru que Sun Mi était celle qui lui avait mis le diadème d'or. Sun Mi emmenait Sun Ogong manger des poki. Elle voulait profiter de cette journée pour faire tout ce qu'elle avait envie de faire. Grâce aux efforts de Sun Mi, Sun Ogong s'est tout rappelé. Il a retiré l'anneau d'or devant Sun Mi et l'a serré dans ses bras, ne voulant plus la lâcher. Mais Sun Mi n'avait qu'une journée dans le monde humain. Sun Mi a de nouveau laissé Sun Ogong seul. Au dernier moment, Sun Ogong a donné ses yeux dorés à Sun Mi. Peu importe en quoi elle se réincarnerait dans sa prochaine vie, d'un seul regard, ils pourraient se reconnaître. Tous les deux avaient la ferme conviction de se retrouver. Wee-chul est retourné à l'épicerie et était surpris de constater que le vendeur aimait aussi la bouillie aux champignons comme lui. Ils ont échangé quelques phrases. Pour s'assurer que cet homme était son fils, Wee-chul lui a demandé son nom. Comme prévu, c'était le fils de Wee-chul. Wee-chul était extrêmement heureux, mais pour la sécurité de son fils, il ne pouvait pas le récupérer. Wee-chul ne pouvait que cacher son amour pour son fils dans son cœur. Sun Mi a remis l'entreprise à son assistante. L'assistante a continué à suivre les instructions de Sun Mi et à chasser les fantômes des maisons. Cependant, il n'avait aucun pouvoir spécial, il ne pouvait donc compter que sur le parapluie jaune que Sun Mi avait laissé. Il utilisait ses sens pour trouver les fantômes. Wee-chul avait acheté la vallée et préparé la construction d'un hôtel pour attirer les démons. Il voulait utiliser cette méthode pour attraper tous les démons. Il pouvait gagner de l'argent et attraper des démons en même temps. C'était trop pratique. Non seulement ça, mais il avait aussi l'intention de laisser son fils gérer l'hôtel. Même s'il ne pouvait pas recevoir son fils, au moins il pourrait être à ses côtés. Sun Ogong fit ses bagages et quitta la maison de Wee-chul. Il se préparait à aller en enfer pour trouver Sun Mi. Pour lui, la rupture n'est pas une séparation, mais une nouvelle rencontre. Où qu'il soit, il peut surmonter tous les dangers pour la retrouver. Le film se termine ici. Merci à tous de nous avoir regardés. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.